Putain, mais Enzo, mais t'es malade, mais qu'est-ce que t'es en train de faire? Bah quoi? Attends, je viens de tuer la bête, au bout d'un moment, il faut bien que je la savoure et que je la déguste pour voir si elle a bon goût. Mais non, Menzo, tu connais rien. La bête, il faut pas la manger juste après qu'elle soit tuée. Déjà, il y a un Ah petit bon? moment où il faut la laisser. Ah non, ah non, ah non. Bon, écoute, on va en parler et Mais je vais non. accueillir nos auditeurs aussi. Voilà. Nos auditeurs sont avec nous et on va parler de tout ça. Mais quelle chance, quelle chance. Donc Quelle tu es en chance? train de me dire que je vais pouvoir manger de la viande de qualité et avec un bon goût? Qu'on peut C'est améliorer le ça. goût de la viande? Mais oui, complètement, complètement. On va en parler dans le prologue, tout ça. Tu sais que tu me vends Donc, du rêve là. mais je sais, Enzo. Mais pour le moment, on va juste dire bonjour à nos auditeurs pour un nouvel épisode de l'épopée. Est-ce que tu vas bien, Enzo? L'épisode 4. C'est ça. Mais ça Est-ce va que tu vas super bien? et toi? Ouais, bah moi, tranquille, hein. Passé une bonne journée, pas mal bossé et tout, mais voilà, tranquille. Bon, moi je dis super, mais je viens de perdre un match, mais c'est pas grave. Aïe, aïe, On aïe, on aïe, reviendra aïe. plus fort. Loser. Bon, allez, passons. Passons. Ça, c'est douloureux encore. Bon, On va alors, tout de de quoi on suite va parler? commencer. De quoi on Ben, parle on va aujourd'hui? On fait commencer. un petit sommaire, non? Ah oui, un petit sommaire. Allez, oui, c'est vrai, t'as raison, Allez, t'as raison. petit Je, sommaire. je suis trop hype en fait. Je suis trop hype. Vas-y. Et ben, dans le prologue, tout simplement, on va vous parler de maturation de la viande, de cuisson de viande, etc. On va parler de viande, et ainsi que d'affinage du fromage. Ça va très, très rapidement, mais voilà, on va discuter un peu de tout ça juste après. Ensuite, on va parler de quoi? Parce que Et moi-même, en ben, fait, j'ai un en peu poésie de oublié. l'aide, et ben, en poésie de l'aide, on va vous parler, en rebondir sur une vidéo qu'on a vue tous les deux cette semaine, d'un youtubeur qu'on nomme Fulloscopy. Et donc, cette vidéo, elle parle de banc de poisson et tout simplement de comment fonctionne un banc de poisson. Ok, d'accord. Et donc, en 3, on aura le conseil des sages. Le conseil des sages, on vous parlera tout simplement, avec Lou, de trouver l'équilibre entre flexibilité et rigidité. Ensuite, Lou, est-ce que tu sais ce qu'on fait dans l'exposé du scribe? Dans l'exposé du scribe, je l'ai pas à côté de moi. Vas-y, dis-le ça parce que j'ai deux pages qui veulent pas se mettre. Bah, dans l'exposé du scribe, tout simplement, on fait une citation de Joey Diaz que vous verrez, tout simplement. Et enfin, en 5, nous aurons la débâcle avec un nouveau débat et une petite question. Les excuses sont-elles valables? Et j'allais l'oublier parce que c'est une nouvelle rubrique que nous avons introduite cette semaine, qui est l'équation de Thalès. Est-ce que tu peux nous expliquer Aïe. ce que c'est, Lou, l'équation de Thalès? Alors, l'équation de Thalès, ça va être quelque chose que tu m'as proposé cette semaine. J'ai trouvé l'idée très très bonne. Et en fait, c'est l'un de nous deux viendra avec un problème qu'il rencontre quotidiennement ou même ponctuellement qu'il a rencontré dans la semaine, par exemple. Il va en parler à l'autre et aux auditeurs aussi, ça va être partagé. Et on va essayer de discuter un peu sur ça, trouver une issue et peut-être mettre quelque chose en place pour tout simplement régler ce problème. Et après, on fera le point la semaine d'après avec du recul et en essayant d'avoir mis au point la solution qui a été proposée dans l'épisode d'avant. Exactement. Et on garde la surprise pour l'équation de Thalès, vu que le sens vient dans le problème posé. Eh bien, je pense qu'on peut tout de suite commencer par le prologue. Donc, on commence avec le prologue. Alors, le prologue, il me semble que c'est toi qui avais donné un peu l'idée, parce que toi, tu voulais parler un peu justement de la cuisson de la viande, varier les morceaux. T'es un peu comme un fou depuis que tu vas chez Totalement. depuis que tu vas chez le boucher. Je te trouve un peu comme un ouf. Mais tant mieux, parce que ça va nous donner des choses intéressantes à discuter, à débattre. Et, euh, et quand tu as énoncé cette idée, je sais plus, on a parlé de viande maturée ou de choses comme ça. Et moi, je me suis Ouais. dit,
même si je sais ce que c'est et dans le fond, bah, je connais le principe et le procédé, c'est vrai que j'avais pas l'impression d'en connaître assez. Une question conne, par exemple, parce que la maturation, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le fait de faire vieillir sa viande. Ça lui donne du goût et des arômes. Je vais en discuter, je vais aller un peu plus en profondeur là-dessus plus tard. Mais je me suis posé la question conne, ok, mais pourquoi ça pourrit pas? Bon, c'est une réponse qui sera évidente, mais voilà, au Ouais. début, je vais te laisser un peu initier la conversation avec ce dont tu voulais parler à la base. Mais à la base, c'est simple, en fait, je voulais parler de cuisson de la viande parce que, j'ai redécouvert, la cuisson de la viande, tout bêtement, c'est à Noël, j'ai offert un livre à mon père, sur la viande, et sur la cuisson, notamment, fait par des bouchers et donc j'en ai profité pour lire un peu, le livre. Il parlait des différents morceaux de la viande et cetera et notamment des cuissons de la viande, comment la faire. Et donc moi, en fait, ce que je faisais souvent, c'est que je cuisais, je mettais le feu, à feu moyen et j'y attendais pas trop et je mettais ma viande et donc ma viande au final, elle était cuite. Des fois, je la ratais un peu, donc elle était bien cuite. Enfin, elle était pas bien cuite, mais à point. Des fois, elle était rosée, des fois, j'arrivais à la faire un peu rouge. Mais par contre, j'avais gardé un réflexe, de quand j'étais, un pauvre à aller à Carrefour pour ma viande, c'est que je mettais énormément d'assaisonnement sur ma viande. Ma viande était recouverte d'assaisonnement. À l'époque, c'était pour donner du goût à la viande. Ouais, Sauf que pour le coup, bah, mon boucher, sa viande, elle est super bonne et elle est maturée. Au-delà de la durée légale, mais on en reparlera. Et ouais, donc, je me suis dit, bah, je vais faire très simple, comme ils disent dans le livre, tu vois. Donc, juste, tu sales ta viande avant de la mettre au feu, tu vois, je la masse un peu et je la sale. La poêle, je la mets à 7, parce que j'ai une plaque induction à 7, assez chaud. Je laisse vraiment chauffer un petit moment. Je mets l'huile de pépin de raisin parce qu'il faut une huile qui subisse de la chaleur. Donc, par exemple, l'huile d'olive, ça marchera pas. Ça va cramer votre huile d'olive et ça va donner un goût dégueulasse. Donc, l'huile de pépin de raisin que je fais chauffer fort, 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 fort. Et après, la viande, je la pose 2 minutes 15, 2 minutes 30, ça dépend. Une face, 2 minutes 30 l'autre face. Je sors la viande et je la laisse reposer 5-6 minutes minimum. Minimum. Parce qu'on laisse reposer la viande autant qu'on cuit. Voilà, ça c'est quelque chose qui est facile à mémoriser. Il faut que votre viande elle repose autant qu'elle a cuit. Donc si vous cuisez pendant 20 minutes, peu importe la méthode de cuisson, il faut que votre viande elle repose 20 minutes. Pourquoi? Parce que par exemple bah là sur moi une cuisson, la cuisson c'est une viande qui va être bleue, mais mais euh, mais si vous la coupez directement, eh ben, elle va arrêter complètement de cuire là où vous allez l'ouvrir. Alors que si vous la laissez 5 minutes, elle va continuer à rester chaude à l'intérieur et même à chauffer un peu à cœur. Et donc votre viande, elle sera bleue assez cuite, un beau bleu quoi, pas trop cru. Et votre bleu va être chaud, elle va pas être froid au milieu. Et surtout, votre viande, elle va garder son jus. Elle va en perdre un peu à la cuisson, mais surtout, elle va garder son jus avant la découpe. Parce que si vous coupez directement, bah, tout le jus parce que la viande elle est traumatisée, tout le jus va sortir, donc elle va pas rester dans votre viande. Donc voilà, et donc j'ai juste fait ça. Et mes épices que je mettais avant, je les mets dans mon riz, etc., mais pas dans ma viande. Ou alors un peu sur la viande après la cuisson, donc je remets un peu de poivre, du gros marin, de l'échalote, peu importe. Et j'ai redécouvert cette viande parce que déjà, bah, la cuisson elle est parfaite, donc t'as cette délicieuse croûte, t'as le goût à cœur, etc. Et la viande elle est vraiment incroyable, quoi. Parce que c'est de la bonne viande et que du coup, il n'y a pas besoin de mettre autant d'assaisonnement. Et je prends encore plus de plaisir qu'au moment où je mettais énormément d'assaisonnement. Parce que du coup, ça masquait un peu ce goût de la viande. Et donc, en faisant ça, eh ben, ça m'a donné aussi envie de varier les morceaux, vu notamment le livre que j'ai lu. Et donc, avant, je prenais presque tout le temps du beefsteak. Enfin, du beefsteak de bœuf. ouais, le Et classique des quoi. fois, ouais, le classique. Le classico qui régale, valeur sûre. Des fois, je variais quand il n'y avait pas trop de beefsteak ou je prenais du rumsteak, voilà. Et là, la dernière fois, il n'y avait pas de bœuf. Enfin, il n'y avait pas plus trop de bœuf parce que bah, du coup, un boucher, ça s'approvisionne, c'est pas de l'industriel. Donc des fois, bah, il n'y a pas, il y a pas, il y a pas. Et donc j'ai pris de l'escalope de veau. Voilà. Et donc la cuisson du veau, elle est un peu différente. On va aller moins fort. On va la saisir aussi peu longtemps, 2 minutes, 2 minutes, mais moins fort pour que ça reste bien rosé parce que un veau trop cuit, c'est vraiment pas bon, c'est caoutchouteux, alors que rosé, c'est vraiment délicieux. Et donc, bah, j'ai goûté le veau, que j'avais déjà goûté du veau dans ma vie, évidemment, mais moi, me le cuire, je l'avais encore jamais fait. Et donc, bah, j'ai pu savourer encore le veau et c'était super bon. Et donc, ça varie mes assiettes, alors qu'en soi, j'ai tout le temps le même plat.
tout dans la même base, mais quand on prend de la viande de qualité, juste le fait de varier le morceau de viande ou l'origine de la viande, mais ça change tout. Ok, ok, d'accord. Bah, en tout cas, c'est super intéressant parce que bah, moi, comme j'ai dit, j'ai fait des recherches un peu plus approfondies sur la maturation de la viande et tout. Et il y a pas mal de choses qui font écho avec ce que tu as déjà dit. Moi, déjà, moi, c'était un grand kiff de me renseigner sur ça parce que, tu sais, j'ai un peu regardé des vidéos YouTube, un peu sur Internet et tout. Sur Ouais, les vidéos, t'as que des bouchers qui, tu sais, ils ont le smile, ils te parlent avec passion. Genre, puis même enfin, tu vois que ils sont vraiment, bah, normal, c'est un peu enfin, c'est leur gagne-pain, mais ils sont vraiment dedans. Ils ont vraiment une passion qui est folle. Et tu le vois, tu vois le ouais, rictus quand ils en parlent. Et donc, non, j'ai pris énormément de plaisir à me renseigner sur ce sujet. Et donc, en gros, déjà, je me suis posé une première question. Il y a maturation et affinage. Moi, j'ai toujours entendu plus un peu maturation pour la viande et affinage pour le fromage. ouais, Et donc, de ce que j'ai compris, c'est en fait vraiment l'affinage, c'est vraiment plus donné au fromage et la maturation plus à la viande. Même si il y a certains qui parlent d'affinage de viande, mais globalement, ouais, ok, en fait, c'est le même procédé, mais juste qui est séparé dans deux catégories. Un, le lait, enfin, avec le lactose et tout pour le fromage, ouais, et ouais, l'autre avec la viande. la Mais viande, ouais, pour affinage, ça se dit quand même d'affiner sa viande. Comme tu l'as dit, en France, il y a une durée légale de maturation euh, qui est de 4 à 12 jours pour la viande. Et donc ça j'ai regardé, en fait, c'est obligatoire pour ce qu'ils appellent le rigor mortis. C'est dit en latin parce que, bah, comme le mec le disait, c'est pas très joli en français. C'est pour la rigidité cadavérique. Et en fait, c'est ce qui fait que ta ok, viande elle va un ouais, peu plus se tenir et que bah, c'est pas la viande qu'on vient de tuer comme dans notre petite introduction au podcast. ouais, et du Euh, coup, je rebondis direct sur ça, parce que je l'avais lu justement dans le livre, et que, en fait, cette maturation obligatoire, du coup, on peut pas appeler ça une viande maturée. Ça s'appelle le ressuyage. Voilà, mais Enfin, donc il faut, et c'est pour ça, c'est important de demander à votre boucher, s'il fait maturer sa viande, combien de jours? Parce que certains, ils disent, ils marquent, viande maturée, mais c'est pas une oui, viande c'est maturée, vrai, c'est juste qu'ils l'ont laissé 4 jours pour respecter les obligations légales. Mais donc, c'est vrai. vous ne confondez pas ça parce qu'une viande maturée, ça n'a rien à voir. Moi, mon boucher, il fait veut maturer sa viande. Quand il fait maturer sa viande, il y a marqué les jours. Donc il y a marqué 30 jours. Je peux vous dire que 30 jours et 4 jours, ça n'a rien à voir, votre viande. Donc Ouais. voilà, je te laisse, continuer. Donc voilà, bah, c'est très bien que tu le dises parce que aussi ça a été dit quand je me suis renseigné. Et donc comme j'ai dit, en gros, la maturation ou même l'affinage pour le fromage, c'est le fait de faire vieillir le produit. Mais quel Mmh. intérêt on a à faire vieillir? Parce que bah moi, je fais vieillir ma viande dans le frigo. Va y avoir de la mousse verte, va y avoir de la mousse verte qui va commencer à apparaître. Et je suis pas sûr que j'en reste indemne, quoi. Que ma Ouais, flore intestinale, voilà. Et je te challengeais. oui, voilà, c'est ça. Mais en, en fait, c'est une réponse qui est assez évidente, voilà. Mais tout simplement la viande, en fait, elle vieillit dans des conditions spécifiques. Elles vieillissent le plus Ouais. souvent en cave, et donc du coup, c'est à température contrôlée, hydrométrie contrôlée, donc c'est le taux de d'eau qu'il y a dans l'air, parce que comme vous le Mmh. savez, si on peut vivre sur cette belle planète, c'est parce qu'il y a de l'eau. Ouais. Et sans eau, les organismes vivants ne peuvent pas se développer. Donc c'est la même, si on enlève l'eau dans une cave, bah, les organismes qui vont faire que la viande va pourrir ne peuvent Ouais. pas vivre et donc du coup ta viande elle reste intacte. OK. Voilà, donc tout ça c'est d'une grande précision. Il y a des gens qui sont experts en ça. C'est-à-dire qu'un morceau, par exemple, de 1,4 kg, tu vas pas le faire maturer le même temps qu'un morceau de 800 grammes. Ouais. Parce que tout simplement, il y a moins à faire vieillir et il y aura moins à perdre. Parce qu'en fait, pendant ce vieillissement de la viande, euh, elle va perdre beaucoup de poids. C'est un processus qui fait perdre énormément de poids et c'est ce qui explique d'ailleurs le prix. C'est d'ailleurs, Ouais. bah voilà, il y a les conditions de stockage en fait
bah voilà, on doit avoir une cave, donc je sais pas, par exemple, louer un lieu pour justement faire maturer, donc ça prend de la place, ce qui explique le prix élevé. Et aussi, on passe d'un morceau de 1,4 kg à un morceau, par exemple, de 1 kg avec, à la fin de la maturation, parce qu'en fait, la viande aura perdu toute son eau, quasiment. Pas 30% en toute, moyenne. mais ouais, voilà, c'est ça. 30% du Et poids perdu. voilà, donc c'est ce qui explique le prix qui est au-dessus d'une viande qu'on a juste fait ressuyer pour le coup. Euh, voilà, aussi, il faut savoir que on met jamais de viande fraîche directement dans la cave parce que justement, ça apporte de l'eau et donc du coup, après, ça peut faire pourrir les autres morceaux. Ouais, ok. Donc c'est tout ça, c'est vraiment, je te dis, il y a des experts qui sont là, qui gèrent l'hydrométrie en fonction. C'est vraiment un truc qu'il faut y être quotidiennement parce que si t'as une merde, tu peux niquer toute ta cave parce que bah voilà, si t'as pas regardé l'hydrométrie, pardon, t'as des morceaux qui doivent être à des endroits spécifiques de la cave parce qu'il y a des endroits qui sont plus secs que d'autres. Donc vraiment, c'est super intéressant. Et en gros, le pourquoi on mature la viande, c'est parce que ça va apporter des arômes, de la tendreté, enfin, du goût, quoi. Ouais, clairement. Et j'ai bien dit tendreté et pas tendresse, parce que c'est pas du tout la même chose. La tendresse, c'est voilà, c'est ce que tu donnes à ta copine à la limite. Mais, euh, mais la tendreté, c'est vraiment Tu peux donner ce à qu'on ta va. viande aussi, hein. Oui, tu peux, Moi, mais là, ça quand bouge. je la sale et que je masse ma viande, il y a de la tendresse. Il y a de la tendresse. C'est vrai, c'est vrai. Mais non, donc du coup, oui, le but de la maturation, c'est d'apporter de la tendreté. Et en fait, ça, c'est dû au collagène qui va être rongé. En gros, si tu veux, Hmm. dans la maturation, tu as un processus enzymatique. Donc en gros, c'est des micro-organismes, je vais l'expliquer comme ça pour que ce soit plus simple, mais qui viennent ronger le collagène. Le collagène, c'est ce qui fait que tes muscles se tiennent en fait. Ce qui fait que voilà, Ouais. tes fibres musculaires, elles sont pas libres, elles sont fixées entre elles. Et quand il y a trop de collagène, c'est en gros, tu sais, tu vas mâcher ta viande et tu vas pas réussir à. Il y a un moment où Oh. tu arrives à un seuil et tu sais, Ouais, tu fais ouais. mâcher, 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 et ça fait un peu, Et tu peux rien y faire, ouais. comment dire, une Caoutchouc. pâte, tu vois. Ouais, c'est ça. Et ça va pas se délier. Ça, c'est une viande qui est trop forte en collagène, entre guillemets. Et bon, voilà, ça n'a pas vraiment d'impact sur la santé que je sache, mais c'est juste pas agréable en bouche, tu vois. Ouais. Et donc voilà, en fait, la maturation va faire que bah, ce processus-là, il va ronger le collagène et ça va apporter cette tendreté. Aussi, il y a le fait de bah, la perte d'eau, ça va concentrer le goût. D'ailleurs, en Mhm. fait, il faut maturer Mhm. des Ouais, viandes grasses parce que le gras va faire office de buvard en fait totalement. pour ce goût. Et il y a aussi un intérêt à faire maturer une viande qui est grasse parce que en gros, il y a deux types de gras. Tu as le gras qui est à l'extérieur, bah voilà, c'est la couenne un peu qu'on va pouvoir appeler sur une viande. Ouais. Et tu as le gras intramusculaire qui est d'ailleurs un indicateur d'une bonne viande. Ouais. euh, Parce qu'en fait, ça voudra dire que l'animal n'a pas été gavé. L'animal qui a été gavé, il va tout prendre en couenne, mais alors que s'il a été nourri avec amour, entre guillemets, qu'il n'a pas été perturbé pendant sa vie, euh, ça va faire qu'il aura un peu de gras entre les muscles, et donc du coup, c'est un indicateur de très bonne viande. Donc, vous pouvez avoir Ouais. d'épaisses côtes de bœuf qui vont vous donner envie, mais s'il n'y a pas forcément de gras intermusculaire, ça voudra dire que bah, enfin, peut-être la viande elle a été un peu maltraitée avant ou voilà. Et puis Et aussi c'est le ce qu'on gras à appelle l'extérieur, une viande persillée. c'est le C'est quand on persillé. retrouve ces petites taches, pour vous imaginer, c'est quand vous retrouvez plein de petites taches blanches sur votre viande rouge. C'est un Il y a peu plein de petites marbré en taches fait. blanches. C'est Ouais, c'est marbré en ça. fait C'est de pas. Ouais, ouais, c'est voilà. ça. Et voilà, un autre indicateur d'une bonne viande, c'est si elle se tient aussi. Mm. J'ai vu, tu sais, ta côte de bœuf, si tu la mets bah, du coup sur la tranche, si elle s'écrase un peu sur elle-même, ça veut dire qu'elle est un peu trop, comment dire, trop fraîche et que justement elle n'a pas assez maturé. Ouais, Alors une bonne côte de bœuf qui a été maturée, elle se tient, elle reste droite parce que bah, justement il n'y a plus tout cette eau totalement. et il est un peu plus rigide. Et voilà, donc je pense que j'ai à peu près tout dit. Le fait que l'atmosphère elle soit contrôlée, va y avoir une petite croûte qui va se créer au niveau de la viande en fait. La viande va devenir Ouais. noire.
Et en fait, ça va être dur comme de l'os à un moment. Et ça, on va l'enlever juste avant la vente parce que ça fait plus joli, parce que ça, on va pas le manger, parce que c'est trop concentré en goût. Et ça, c'est ce qu'on appelle parer. Voilà, donc on pare la croûte et puis après, on a accès à la bonne viande qui a maturé. Et voilà, un peu sur ce sujet. Le fromage, c'est pareil. C'est juste la croûte qu'on voit, ça va faire, c'est pareil, ce parage en fait. Ça va faire office de protection au fromage. Et pareil, le fait de le faire affiner, ça va au niveau du lactose, il me semble, parce que j'ai fait moins de recherches sur le fromage. Mais pareil, en fait, ça va concentrer le goût. Et voilà. Mais pour le fromage comme pour la viande, là on est très général, mais il y a des techniques d'affinage qui sont spécifiques à chacun, où on peut avoir sa propre technique signature, où certains ils vont mettre tant de jours, certains ils vont mettre accepter tant d'humidité dans la cave ou pas, Mm. les supports aussi sur lesquels sont posées la viande, etc. Donc voilà, Mais il y donc a, d'un boucher à un autre, vous pouvez trouver des goûts différents, c'est ça qui est intéressant. il y a aussi, tu fais bien de le dire, parce que j'avais zappé, mais en fait, tu as des techniques de maturation. Donc, soit tu peux le faire à sec, soit tu peux le faire sous Mhm. vide, ou soit tu peux le faire Ok, ouais. sous atmosphère contrôlée. Donc, j'ai pas bien réussi à trouver la différence entre à sec et atmosphère contrôlée. J'imagine que doit y avoir atmosphère contrôlée, c'est un peu plus, justement, les paramètres sont un peu plus précis, voilà. Mais en fait, Ouais. sous vide, le problème, c'est que, comme le nom l'indique, c'est que ta viande, elle est mise sous vide, et donc du coup, ça perd pas son eau, en fait. Parce que elle va Ok, vieillir, ouais. certes, mais elle va pas perdre son eau. Et donc, du coup, en fait, c'est plus économique pour les bouchers, mais forcément, la maturation est moins qualitative. Ouais. Mais en tout cas, ça montre que voilà, pour un même morceau de viande, en fonction des bouchées, en fonction des jours de maturation, en fonction des races bovines aussi, peut-être qu'on ouais, on Ouais, pourra l'aborder, tiens, parce qu'il y a beaucoup de différences entre les races bovines. Mais voilà, et je rebondis sur par rapport au deuxième podcast, ou au premier, ouais, non, ouais, au deuxième. On vous a parlé justement d'aller chez le boucher et compagnie, etc. Et on vous a passé oui. parlé du prix économique. Et on avait abordé ce sujet-là de quand vous allez cuire une viande industrielle, quand vous allez le mettre dans votre poêle, il y a plein d'eau qui va s'en échapper. Mm. Et bien là, voilà, vous avez la preuve que c'est vraiment le cas parce que quand vous avez une viande, moi, mon boucher, je sais que sa viande est maturée, et donc il faut bien se dire que vous prenez une pièce de 500 grammes euh, industrielle et 500 grammes du boucher avant maturation. Ok, les deux, ça se trouve, elles sont au même prix, au kilo. Donc imaginons, elles sont tous les deux à 10 € le kilo. Le boucher, il fait maturer sa viande, elle perd 30% de son poids. On imagine qu'il y ait 400 grammes. Donc 400 grammes, il veut la mettre, laisser toujours à 10 € le kilo. Eh bien, du coup, il va passer, enfin, il veut faire autant de marge que sur le morceau, comme s'il y avait 500 grammes alors qu'il y en a 400. Donc ça se trouve, ce sera à 12 € le kilo. Donc il y a 2 € de kilo en plus. Sauf que le poids, il est plus bas parce que vous avez perdu le dos. Donc dedans, les nutriments, ils sont exactement les mêmes. Le goût de la viande est meilleur. Et le prix initial dedans est le même, en fait. Donc, entre un morceau maturé, par exemple, à 15 € et un morceau non maturé à 10 €, dans les deux, vous avez autant de nutriments, autant de protéines, tout est pareil, sauf que dans un, vous avez moins d'eau. Mais donc vous, quand vous allez le voir, vous allez vous dire, bah là, je paye pour 300 grammes, je paye 10 €, alors que là-bas, pour 500 grammes, je paye 10 €. Sauf que oui, mais sauf qu'à la Mm. cuisson, vous allez perdre 200 grammes d'eau. Donc au final, vous êtes fait baiser. Donc, euh, tout ça pour dire que quand C'est vous pas allez qu'on prendre des s'est, c'est viandes pas qu'on s'est fait maturées, baiser, mais c'est juste nous qui avons pas été assez préventifs, parce que quand tu dis bah on tu te s'est fais fait baiser baiser, on sans le dirait, savoir en fait. oui, oui, voilà. Mais c'est pas le Parce que boucher. tu te dis, ah, ouais, c'est bien les bouchers, mais j'ai pris industriel parce que c'est Ouais, moins cher, j'ai réussi à payer moins cher. Alors voilà. qu'au final, non. Bah, c'est juste parce que on vous l'explique pas. Et donc, en fait, c'est un argument de plus pour vous dire d'aller chez le boucher parce que même quand vous avez l'impression que le prix au kilo est plus élevé, demandez la maturation au boucher si on a eu. Parce qu'au final, ça se trouve, vous êtes gagnant sur le prix, alors que vous pensiez ne pas l'être. Donc vous gagnez sur le prix, vous gagnez sur le goût, vous gagnez sur tout. 100% gagnant. Bravo, Voilà. nickel. Voilà, moi en tout cas, ça m'a beaucoup intéressé de faire ces recherches. J'espère que ça servira à certains. Je prétends pas être un grand connaisseur et tout, mais franchement, c'était super intéressant et j'ai appris plein de choses. Donc, j'imagine que ce sera la même chose pour la plupart, parce que je suis un grand génie. On peut passer à la prochaine rubrique, la poésie Ouais. de la Aide. C'est parti.
Donc, pour la poésie de la Aide, aujourd'hui, on va vous parler d'une chaîne YouTube, d'une vidéo en particulier. Mais c'est toi qui me l'as donné, cette chaîne YouTube, il y a, je sais pas, 2 semaines, Et ouais. et je l'ai torché. Je l'ai torché, c'est trop intéressant. Donc en gros, le nom de la chaîne, c'est Fouloscopie. Et en gros, c'est l'étude des foules, tout simplement. Et c'est super intéressant parce que, en gros, à partir du moment, tout ce qui est psychologie foule, à partir du moment où vous comprenez ça, vous avez un œil beaucoup plus aiguisé sur les phénomènes du quotidien. Parce que les phénomènes du quotidien, Ouais. ils sont faits d'interactions sociales. Et à partir du moment où vous comprenez un peu ces mécanismes, soit psychologiques, sociaux, ou alors de foule, euh, enfin, votre œil est beaucoup plus, ouais, c'est ça, beaucoup plus aiguisé, et vous allez apprécier plus ces moments, je trouve, parce que enfin, vous allez avoir l'impression de comprendre beaucoup plus de choses que les autres, et, Mm. euh, Ouais, totalement. et d'avoir la vue là où les autres sont aveugles. Donc, on a choisi de parler d'une vidéo qui s'intitule 5 niveaux de... j'ai même plus le titre en fait, elle s'intitule... 5 niveaux de En gros, difficulté, 2 points. voilà, Comment fonctionne la bande poisson? voilà, exactement. Et, euh, et on a trouvé ça, enfin moi j'ai trouvé ça super intéressant, donc voilà, on va en parler Moi aussi. aujourd'hui. Voilà, donc premier niveau, comment Vas-y, mais je peux t'en s'organise. parler. Vas-y, allez. Bah écoute, on peut parler tous les deux des premiers niveaux, mais le premier niveau, tout simplement, bah en gros, Attends, comment fonctionne la bande poisson? ouais, voilà, juste déjà, il faut Ouais, petite dire intro. petite intro, les, en fait, les gens se sont posé la question, surtout les scientifiques. euh, Il y a sur les bancs de poissons notamment, il y en a qui font plusieurs kilomètres euh, Mm. avec Ouais. sur, je sais pas, par exemple, 20 mètres de profondeur, 5 mètres de large. Il y a des fois, on recense plus de 200 millions potentiellement de poissons qui se suivent. Et encore, c'est des estimations qui sont largement sous-estimées. Du coup, tout simplement, les scientifiques ils se sont demandé comment font les poissons pour aller tous dans une même direction. S'il y a des dangers, bah voilà, ils arrivent à éviter tous en même temps et après à se rejoindre pour pas se perdre. C'est des phénomènes qui sont enfin, complexes en apparence, même qu'ils le sont réellement, mais c'est juste qu'avec plusieurs niveaux de difficulté, on va bien dégraisser, je pense, le sujet. Et voilà. Donc tout simplement, voilà pour l'introduction. Comment font, par exemple, les essaims d'oiseaux? Vous avez tous vu ça dans le ciel, un peu ces chorégraphies des oiseaux. Et on se dit, mais comment ils font en fait? Comment ils s'organisent entre eux? Est-ce qu'il y a un chef? Est-ce que voilà. Donc voilà, je te laisse te lancer sur le premier niveau. Mais j'enchaîne juste sur pourquoi c'est aussi intéressant cette étude. Il n'y a pas que le côté scientifique de se dire on veut absolument savoir comment fonctionne un banc de poisson, parce qu'il y a aussi, au-delà de ça, bah, on le verra peut-être pas entièrement, mais ça a donné des explications physiques, notamment. Oui, Enfin, c'est vrai. grâce à la physique, on a pu faire une intersection. Mais aussi, par exemple, en fait, imaginons, c'est pas imaginons, mais les humains, nous, on est une société très organisée. Oui, Heu, on a des leaders et cetera. Quand il faut faire une tâche collective et qu'on est 40, on va pas s'auto-gérer, on va tout de suite, va y avoir un ou 2 leaders, c'est notamment montré dans Fullscopy, il fait des études sur ça et cetera, des c'est vrai. expériences. Un ou 2 leaders qui vont organiser tout le monde. Voilà, pour qu'on soit tous plus efficaces et cetera et que la tâche soit remplie le plus vite possible. Donc nous, les humains, on est une espèce qui s'organise, qui est très organisée, avec une hiérarchie qui s'établit et des leaders. Et donc, c'est intéressant d'étudier les bancs de poissons parce que pour voir comment des bancs aussi énormes arrivent à s'organiser, y a-t-il un leader? Oui, non. Y a-t-il plusieurs leaders? Oui, non. Comment font-ils? Et si c'est désorganisé entièrement, comment font-ils? Et est-ce que c'est reproductible pour les humains? Donc voilà, c'était pour rajouter à l'introduction. Donc le niveau 1 de comment font les bancs de poissons pour se déplacer, c'est l'effet Trafalgar. Donc l'effet Trafalgar, c'est simple, l'effet Trafalgar tout simplement, il porte son nom d'une bataille navale euh, où la flotte anglaise avait mis en place un système de communication qui était simple, il levait un drapeau d'une certaine couleur
et le bateau derrière, lever le même drapeau en suivant pour donner l'indication au bateau derrière, etc., etc., etc. Donc l'info, elle se divulguait beaucoup plus vite que si on avait par exemple envoyé un messager par canot, etc., qui devait faire passer l'info à chaque bateau. Parce que là, juste en visuel, on arrivait à donner l'information. Et donc, eh bien, dans les années 70, avec la technologie, on se rend compte qu'il y a un changement des poissons de proche en proche. C'est simple, en fait, le poisson, il voit devant lui, le poisson devant lui, il va à gauche, il suit, il va à gauche. Celui derrière lui va à gauche. En fait, on peut le résumer à du mimétisme. Chacun Voilà. fait comme fait celui devant. Voilà, ça c'est très grossier, hein, parce qu'évidemment on peut se poser des questions, on fait mais celui tout devant comment il fait, celui tout derrière du coup s'il fait n'importe quoi personne ne le verra derrière lui, voilà. Mais en tout cas pour le premier niveau c'est simple, si vous voulez juste expliquer simplement comment fonctionne un banc de poisson, c'est chaque poisson recopie les gestes du poisson devant lui, autour de lui. Ouais, c'est ça, parce que quand, à l'œil nu, si par exemple on a un banc de poissons et un prédateur qui arrive, tous les poissons vont s'écarter, on a l'impression au même moment, mais en fait, c'est une sorte, pour le premier niveau en tout cas, de compréhension. C'est juste les poissons qui, bah, c'est ça, en fait, de proche en proche, vont se donner l'information et donc du coup, ils vont s'écarter Mm. de manière très, très rapide et à une vitesse très grande que nous, on n'arrive pas forcément à percevoir, Ouais. mais qu'avec la technologie, on a réussi à discerner à partir des années 70. Ensuite, deuxième niveau, c'est un peu la, c'est une théorie qui a été donnée dans une étude japonaise en 1982. Et en fait, c'est selon un modèle assez simple. On imagine qu'il y a un poisson qui est entouré, en gros, de trois cercles concentriques. Il y a un cercle où, si le poisson il a un voisin dans le cercle qui est le plus proche de lui, il va essayer de l'éviter en fait, parce qu'en fait il est trop proche et donc du coup pour pas qu'il se rentre dedans, à ce premier cercle il y a évitement. Au second cercle, on va essayer de se mettre parallèle, de se mettre dans l'axe parce qu'on estime que le poisson il va estimer que voilà on n'est pas trop proche donc on n'a pas besoin de s'éviter, mais on veut aller dans la même direction alors on s'aligne. Et dans le troisième cercle, donc là c'est à une distance encore plus importante, le poisson va essayer de se rapprocher de son voisin. Et ce qui fait que, en fait, il y a des modélisations informatiques qui ont été créées, euh, et on a observé que les mouvements des poissons étaient assez similaires à ce qu'on observait dans la nature. Donc voilà, c'est la méthode des trois cercles concentriques où il y a juste trois règles, très proche évitement, un peu mi-distance alignement, et très éloigné, on essaie de se rapprocher pour aller, bah, pour être pas trop éparpillé dans l'espace. Ouais, en fait, c'est comme s'il y Voilà. avait une règle, on va dire, commune. C'est comme si, Oui. par exemple, imaginons, t'es dans un groupe qui fait une randonnée. Mhm. Si on est tous les deux à côté et que d'un coup tu me touches l'épaule, je vais m'écarter parce que Oui. bah, ma zone de confort, etc., on n'a pas envie d'être en contact. Donc on s'écarte. Premier cercle concentrique, évitement. Si tout le groupe marche tout droit, eh ben, on va marcher tout droit, donc on s'aligne avec le groupe. Et si à un moment donné, je m'arrête pour faire mes lacets, mon réflexe, ça va être, du coup, je vais être loin, je vais être à 15-20 mètres, et bien, je vais vite revenir dans le groupe, donc être attiré par le groupe euh, pour me remettre dedans et me réaligner. Alors, C'est on peut ça. très bien l'appliquer à des humains. Voilà. Donc Euh, ça, ce modèle-là, il a été du coup cité une première fois, enfin, dans l'étude japonaise que j'ai nommée. Ça n'a pas eu trop d'impact, mais en 1986, donc 4 ans plus tard, il y a un mec qui a republié globalement le même truc, enfin le même modèle avec les trois mêmes règles. Et là, ça a eu un impact beaucoup plus gros. L'article a été cité 14 000 fois. Et ça a d'ailleurs donné naissance aux effets spéciaux de Jurassic Park. Le 1, on ouais. voit là les sortes de... alors c'était des gallimimus, mais c'est des sortes d'herbivores sur deux pattes, voilà. Et on voit que bah, il y a une sorte d'essaim de ces dinosaures. Et en fait, ça a été modélisé numériquement par ce modèle-là. Donc voilà, c'était pour la petite anecdote, quoi. Donc c'est Euh, magnifique, magnifique. voilà. Ensuite, troisième niveau. Je sais pas si on va faire les cinq parce que on a dit un peu avant, mais
on vous encourage à aller voir la vidéo de vous-même parce que, Ouais, évidemment, dans la c'est le vidéo, GOAT. c'est illustré. Le mec explique beaucoup mieux que nous. Enfin, c'est son domaine de prédilection, c'est sa spécialisation. Et même ses autres vidéos qui sont toutes très intéressantes. Mais voilà, là, on avait envie d'en parler pour vous faire découvrir la chaîne YouTube en grossissant le trait d'une de ses vidéos. Donc, le troisième niveau de compréhension des bancs de poissons, c'est le théorème, entre guillemets, des six voisins. Et en fait, c'est une Vas-y. extension c'est pour répondre à un questionnement concernant les trois cercles concentriques, qui est Oui. simple. C'est déjà quel est le rayon de chacun de ces cercles, voilà. Et est-ce que euh, l'activité du poisson est la même en fonction du nombre de d'autres poissons qui sont dans le cercle? Est-ce qu'il répond à toutes les activités du poisson? Parce qu'on s'est posé la question de se dire, dans un banc de poissons, euh, s'ils sont, bah, comme on l'a vu, 200 millions, s'il y en a un qui bouge à gauche, est-ce qu'ils vont tous bouger à gauche, même si celui-ci, il se trouve à 10 kilomètres? Eh bien, c'était la question qui se posait. Mais Donc, c'est aussi au niveau de la modélisation mathématique. En fait, la ouais. théorie des trois cercles concentriques, on peut la mettre en équation. Et donc, du coup, on a Mmh. trois différents termes. On a le terme de l'évitement, le terme de l'alignement et le terme du rapprochement. Et en fait, ces termes-là, ils sont précédés par, en mathématiques, un grand sigma, qui en gros, qui symbolise une somme. Et en fait, cette somme, il est, comment dire, elle influe, elle change selon le nombre d'influences qu'il y a. Et donc, bah, s'il y a deux voisins, le style poisson, il a que deux voisins, le calcul va être assez simple. Par contre, s'il y en a énormément, donc si on applique à la somme un grand degré de, comment dire, d'évolution, là, la modélisation, elle est plus possible. Donc justement, on a essayé de déterminer euh, comment comment est impliquée l'influence sur les poissons entre eux. Donc pour cela, on a observé, en gros, il y a des scientifiques qui ont filmé des oiseaux tout simplement, et ils ont essayé euh, ils ont numérisé en 3D en fait le mouvement de ces oiseaux afin de déterminer euh, comment ils étaient disposés en fait dans l'espace. Mmh. Et en gros, donc ça veut dire on a un arrêt sur image, on a l'essaim d'oiseaux, on va appeler ça comme ça, le groupe d'oiseaux plutôt, euh, et on va essayer de voir où sont les voisins par rapport à un oiseau. Et en observant ça, donc sur un planisphère, on se rend compte en 3D où sont les voisins, et on remarque en fait que les oiseaux ne sont jamais complètement devant ou complètement derrière les uns des autres. Et ça, on l'a Ouais. observé que jusqu'à 6 voisins. C'est-à-dire qu'à partir du septième, sur la modélisation qu'on a faite sur la carte, en gros, qui représente la répartition des voisins par rapport au, à l'oiseau qui est étudié, on se rend compte que le septième voisin, il peut être un peu n'importe où par rapport à celui qu'on étudie. En vrai, on ne peut pas trop prédire où sera cet oiseau. Alors que par exemple pour le deuxième, on peut assurément dire que l'oiseau ne sera ni devant ni derrière. Enfin, qu'il y a très peu de chances. Parce que bah voilà, c'est tout simplement, les oiseaux sont câblés comme ça, et on a pu l'expliquer comme cela, que l'influence des oiseaux, elle est déterminée que sur les 6 premiers voisins. Parce qu'au-delà, Ouais. on n'observe pas de corrélation dans les positions entre les oiseaux. Voilà, donc ça c'était Donc pour voilà. le troisième niveau. Et Ouais. à partir de là, ça va être un peu compliqué Bah, de, d'ex- le 5 ce sera très dur, mais le 4 on peut juste expliquer un petit peu rapidement. En vrai, je pense que c'est pas si compliqué que ça, parce que c'est Vas-y, juste la lance-toi. question de se dire, ben, ok, les 6 voisins, mais comment il s'adapte aux 3 voisins derrière lui? Il les voit pas. Voilà, on se pose cette question-là. On se dit comment il peut copier un comportement qu'il ne connaît pas, qu'il n'a pas connaissance parce qu'il peut pas le voir. Et donc arrive la quatrième théorie, le quatrième niveau, le réseau d'influence. Et donc pour établir ce réseau d'influence, on va se demander est-ce que le simple contact visuel d'un poisson par un autre n'est pas une règle suffisante pour modéliser l'influence subie?
Et donc, on teste les modèles et on se rend compte que la qualité du modèle, donc lequel est le plus fidèle à la réalité qu'on a étudiée dans le comportement des bancs de poissons. Donc on va tester cette théorie du champ visuel qui s'avère voilà, d'une qualité bien plus importante. Donc en gros, cette théorie, c'est celle qui se rapproche le plus, avant la criticalité hors équilibre, de la réalité de comment fonctionne un banc de poisson. Donc c'est en gros, La, scientifiquement, à quel point on est proche de comprendre comment ça marche. la criticalité, comme tu l'as dit, hors équilibre, ça c'est le niveau 5. Juste pour dire, Ouais. parce que il y a eu un enchaînement de mots qui, sans contexte, qui était un peu Ouais. compliqué. Mais ça en fait, c'est le 5e niveau qui va être vraiment plus compliqué parce que ça fait appel à vraiment, c'est des notions physiques qui sont compréhensibles avec la vidéo parce que, bah, en fait, le mec illustre tout simplement avec sa vidéo. Donc on arrive à comprendre, mais là, à l'oral, je pense qu'on va pas en parler parce que ce sera trop compliqué. Mais comme tu l'as dit, Ouais. avec la théorie du champ visuel, en fait, on arrive à recréer sous forme numérique, donc avec des simulations par ordinateur, des chorégraphies bien plus fidèles à ce qu'on a en réalité. Et, euh, et en fait, surtout, on s'est rendu compte que les poissons, contrairement aux humains, Ouais. étaient plus influents s'ils étaient à l'extérieur comment dire, du réseau d'influence. En gros, une société humaine, ça peut se représenter comment? Comme Ouais. un amas de points, entre guillemets, Les et personnes. les personnes qui seront au milieu auront beaucoup plus de réseau entre les points à côté, et donc du coup, ce sera eux qui seront les plus influents. Pour illustrer ça, par exemple, on a les influenceurs, qui sont un peu au centre de la société, on va dire, au niveau de l'influence, parce qu'ils ont énormément d'abonnés, et donc du coup, quand ils vont donner une information, tout le monde va la voir, et tout le monde va l'appliquer. On va Ouais. simplifier le trait. Alors que chez les poissons, on s'est rendu compte de l'inverse. Plus les poissons étaient à l'extérieur du banc, donc pas du tout, euh, comment dire, Ceux avec ouais, qui ils font voilà, le moins de ceux qui ont le moins de contact visuel. c'est ça, voilà. Je suis à l'extérieur du banc, enfin, je suis sur les limites. Donc du coup, si je regarde autour de moi, je vais pas avoir de poissons parce que je suis à la limite. Ou alors, je me Ouais. tourne vers Ou le très banc, bah là, peu. je vais voir. Mais en gros, les poissons qui sont sur les extrémités auront beaucoup moins d'influence car beaucoup moins de contact visuel. Donc ces poissons-là, ils seront beaucoup plus libres dans leur déplacement Ouais. et ils sont surtout porteurs d'informations cruciales qui sont par exemple des dangers. Totalement. Un poisson qui va être Totalement. au milieu du banc, s'il voit un Il verra requin rien. arriver, il verra rien. Alors que sur les extrémités, il va se dire putain, danger, éloignement, et après, avec toutes les théories qu'on a eues avant, bah, vu que ce poisson-là va se barrer avec la règle des 3 cercles concentriques, l'autre va essayer de le suivre. Avec l'effet Trafalgar, le poisson d'à côté, il va suivre son pote parce que bah voilà, il a donné l'information par effet tout simplement Trafalgar. La théorie des 6 voisins, bah, comme mon voisin il se barre, je vais me barrer aussi. Tout se recoupe et on arrive à lier à peu près les quatre théories. Ouais. Euh, enfin, ouais, les 4 explications des bancs de poissons. C'était sportif. Ouais, c'est Co- complexe, mais c'est intéressant. on vous encourage sincèrement à aller voir la vidéo parce Ouais. que bah, ça sera beaucoup plus simple à comprendre. Déjà, le mec connaît bien mieux son sujet. Nous, ça nous tenait à cœur de l'introduire pour que vous alliez voir justement la chaîne et parce que c'est que des vidéos super intéressantes sur ce domaine qui est la fouloscopie. Fouloscopie? Non, c'est pas fouloscopie, c'est L'étude la science des foules, l'étude des foules, ouais. ouais, la science des foules, mais le nom, parce que tu sais, c'est un Je peu sais comme pas, mais je pense que c'est son site, Stéphane ouais. Edouard, tu sais, il fait les vidéoscopies, il décrypte les vidéos, Ouais. mais le mec, bon bref, voilà. Ouais, Allez je ne sais voir pas. fouloscopie, allez voir Mais la en tout cas, fouloscopie, on a pu voir avec ça que, l'organisation humaine et celle des poissons slash étourds d'eau, enfin ceux qui fonctionnent en banc, est opposée, puisque nous on est une société très organisée autour du coup de ceux au centre, donc ceux avec le plus de connexions. Donc bah, souvent, on revient à ce qu'on avait dit au début, souvent ceux qui ont le plus de connexions, c'est entre guillemets «les leaders». c'est ça. Mais c'est Heu, surtout qu'il y a des leaders chez les humains, alors que là, vous l'avez bien vu dans les poissons, à aucun ouais, moment
on a cité une sorte de hiérarchie entre les poissons ou quoi. Totalement. Tous, ils sont au même niveau et voilà, ils se suivent. Donc, je trouve qu'il y a des similitudes dans les comportements, sur le suivi, tu sais, quand il y a un danger, il y a quelqu'un qui va se barrer, Ouais, l'autre personne va suivre. Il y a des similitudes, mais c'est vrai que c'est assez intéressant de voir les points de différence en fait entre les espèces. Mais ça explique aussi pas mal certains phénomènes, même pour les humains, quoi. ouais. Maintenant, vous pourrez comprendre pourquoi les poissons comment les poissons arrivent à vous fuir si jamais vous pêchez ou je sais pas, ou vous êtes dans la mer, il y a des petits poissons. Comment ils arrivent à vous fuir et à se reformer dans le groupe. Ça. Voilà. Et bien, on en a fini avec cette poésie de l'Aède et on pourra passer à la prochaine rubrique, le conseil des sages. Alors, dans le conseil des sages d'aujourd'hui, on va vous parler de trouver l'équilibre entre flexibilité et rigidité. Voilà. En effet. Donc, peut-être on peut commencer à exposer, définir un peu ce qu'on entend par rigidité et flexibilité pour qu'on puisse mieux comparer ensuite. Rigidité, pour moi, quelque chose de rigide, tout simplement, je vais l'adapter à mes études. Un matériau qui est rigide, Ouais, c'est un matériau qui n'est pas élastique. Donc en gros, l'élasticité, c'est quoi? C'est un matériau qui, ouais. si on le déforme, il va revenir à sa forme initiale. Alors que Ok, ouais. alors que la rigidité, euh, c'est... En fait, putain, j'aurais peut-être pas dû prendre les matériaux parce que du coup, tu as la Non, moi j'ai plasticité bien aimé. aussi. Il y a un truc que tu as dit qui est hyper intéressant. Et ça va Donc, être facile du coup de définir. il y a la plasticité aussi dans les matériaux que tu peux définir. Mm. La plasticité, c'est au niveau de la déformation, le matériau va pas revenir à sa forme initiale. C'est plastique. Ouais. C'est pas plastique, c'est pas ta bouteille en plastique. C'est vraiment un terme technique dans, dans la science des matériaux. Et pour moi, du coup, la rigidité, un matériau qui est rigide, c'est qu'il a déjà pas de domaine élastique et qui est pas plastique non plus. En fait, il va se rompre immédiatement à la contrainte. C'est-à-dire Ok. un matériau rigide, tu le poses, tu lui appliques une contrainte, il va pas être élastique, il va pas être plastique, il va se rompre tout simplement. Ou alors il va résister parce qu'il est très dense, voilà, Ouais. tu peux avoir plein de caractéristiques, mais il va pas bouger. Voilà, c'est ça. Et puis en plus, du coup, ça recoupe avec la réelle, je pense, le réel terme de rigidité qu'on veut transmettre aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui bouge pas, quelque chose qui est Ouais. rigide, voilà. Moi j'ai bien aimé initial dans le sens la rigidité, c'est se tenir au plan initial pour moi. Ouais. Bon, je vais C'est-à-dire qu'il n'y a pas développer de comme chance. ça avec les exemples, Vas-y. ça va être simple. C'est, imaginons, hem, la rigidité, c'est dire, chaque jour, je fais telle routine à telle heure, je fais ça tous les jours à telle heure et cetera. Donc on se met un plan initial et si on est vraiment rigide, l'objectif, hein, d'être rigide sur ce qu'on fait, c'est, du coup, continuer, ne pas changer le plan initial, on applique le plan initial. Et donc évidemment, on a envie d'être rigide parce qu'on veut faire des trucs, on veut s'améliorer, et cetera. Et c'est intéressant d'être rigide parce que si vous dites: «Je vais m'entraîner tous les jours» et que vous êtes rigide, et que vous entraînez tous les jours, vous allez progresser. Et d'un autre côté, hein, l'opposé de rigidité, c'est flexibilité. Donc c'est au final, adapter, appliquer des changements au plan initial. Donc vous avez dit que vous entraîniez tous les lundis et ce lundi-là, vous vous entraînez pas. Heu, y a-t-il une raison ou pas? Est-ce qu'on a le droit de pas s'entraîner? Est-ce que c'est grave de pas s'entraîner? Heu, Comment faire, cette balance entre, par exemple, une habitude, prendre la douche froide tous les jours? Est-ce qu'il faut vraiment la prendre tous les jours? Ou est-ce que des fois, on peut être flexible? Oui et non, pourquoi? Et cetera. Voilà de quoi on va parler dans ce
Bah, dans cette rubrique tout simplement, parce que moi je pense que c'est intéressant parce que des fois, moi je me suis posé les questions plusieurs fois ou des fois j'ai pas fait telle chose et je me posais la question: «Est-ce que je me suis échappé?» en termes du rugby, qui est en Mmh. gros au rugby, vous devez plaquer. Si vous ratez, vous ratez, c'est un plaquage manqué. Par contre, si vous n'y allez même pas, vous êtes échappé. Donc voilà, est-ce que tu t'es échappé? Et s'échapper, c'est grave, hein, c'est-à-dire que tu as même pas tenté, qu'en gros tu t'es échappé, il y a pas de raison, il y a pas d'excuse, tu t'es chié dessus. C'est très clair, c'est parfait. On adore le rugby pour sa clarté, en tout cas dans les termes. C'est toujours aussi plaisant. Ouais. Mais, mais oui, je suis très d'accord avec la définition de la flexibilité. Pour moi, la flexibilité et la rigidité sont des variables de la connaissance. En gros, Mmh. par rapport à un objectif, tu as un plan. Tu as un plan, Ouais, mais ouais, ouais. non, je reviens un peu en arrière. Tu as un objectif, tu sais pas comment l'atteindre. On te donne un plan. Ouais. Ouais, Tu OK, sais que ouais. tu sais que ce plan fonctionne. Soit tu essayes Mmh. de comprendre pourquoi le plan fonctionne, quels sont les tenants et aboutissants pour qui va t'apporter de la flexibilité, ce qui fait que bah, tu vas pouvoir le moduler et quand même garder les points qui font progresser vers ton objectif. Alors que la rigidité, c'est que tu perds pas le temps d'essayer de comprendre, juste t'appliques et voilà, tu fais confiance en le processus et par contre, t'as pas de marge de manœuvre. Moi, je le vois un peu comme OK. ça, tu vois. OK, mais imaginons, est-ce que tu as un exemple sous la main directement d'application ou pas? Un exemple sous la main, par exemple le sport. Je sais que j'ai été pendant très longtemps Ouais. rigide à ce propos. Euh, C'est-à-dire que si je OK, faisais ouais, pas ouais. ma séance, tant de séances par semaine, tel jour, ma semaine allait en pâtir parce que, parce que tout simplement j'avais pas fait cette séance et je savais pas pourquoi je le faisais. Enfin, je savais ce que ça m'apportait, mais je savais pas exactement qu'est-ce qui fonctionnait dans ça. J'avais pas autant de Ouais. connaissances que j'ai aujourd'hui, alors que c'est comme au niveau de la nutrition, par exemple. La nutrition, avant, j'étais assez rigide. Et aujourd'hui, je suis beaucoup plus flexible parce que je sais que c'est pas en mangeant 3-4 repas d'affilée où c'est un peu gras, où je vais me faire plaisir parce que c'est les vacances, c'est Noël, il y a les bûches de Noël, il y a les chocolats et tout. Ouais, ouais. Je sais que ça va pas en pâtir de manière significative mes performances à la rentrée. Tu vois. Ouais. Après c'est aussi parce que j'ai pas comment dire, un statut de sportif de haut niveau. Si ça Ouais, avait ouais. été mon métier, un Benoît Saint-Denis par exemple, euh, à l'approche d'un combat, là il n'y a pas de flexibilité à avoir parce que forcément en fait tout est tellement millimétré que son corps il est voilà c'est une pendule, c'est une montre suisse. Il faut qu'il y ait tout le temps le même apport qui arrive. Tu vois, c'est des choses qui sont mesurées à la calorie près. Mais moi, je sais très bien que ça va pas en pâtir sur ma condition. Et donc, c'est pour ça que avant, j'étais rigide parce que je comprenais pas vraiment les processus. Et maintenant, à force d'expérience et de connaissances, parce que pour moi, il y a l'expérience aussi qui est très importante, je suis beaucoup plus flexible par rapport à ces points-là, de nutrition et de sport. OK, ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc une certaine rigidité, mais pas totale avec une petite flexibilité pour adapter au mieux. C'est ça. En fait, c'est vrai que la limite est assez fine Et à compliqué, placer. hein, parce que, Mais parce ouais. que en fait, pour moi, le trop de flexibilité, donc changer tout le temps tous les plans et cetera, en fait, vous rentrez jamais dans un processus et donc souvent, vous allez pas vous améliorer parce que vous allez tout changer de A à Z à chaque fois et cetera. Si vous êtes beaucoup trop flexible, il y a aucune routine qui s'installe, il y a aucune habitude qui s'installe et donc ça va vachement freiner votre progression et le trop plein de rigidité, heu et beh, vous allez jamais remettre en question ce que vous faites et des fois, peut-être ce que vous faites et beh, ça peut être mis à jour, hein. Il y a des connaissances qui peuvent être mises à jour et du coup, on Mhm. peut améliorer ce qu'on fait. Il y a peut-être des fois une non prise en compte de certains facteurs, hein, qui s'appliquent à votre vie à l'instant T. Et voilà, bah, je vais donner un exemple tout con. Rigidité. Faire une douche froide le matin, ok, je sais pourquoi je dois le faire, euh, je sais que je dois le faire,
je le fais tous les matins. Objectif, si je suis rigide, je dois le faire tous les matins. Si je le fais pas, je m'échappe, je m'améliore pas, il y a pas de raison. C'est pas être flexible à ce moment-là de pas le faire, c'est juste ne pas être assez rigide. Donc ne pas Ouais, être assez discipliné, ne pas faire assez de travail. Par contre, là où vient la flexibilité, c'est comme j'ai déjà dit dans ce podcast, jour de match, je ne prends pas de douche froide le matin parce que j'ai vu, c'est sentiment personnel, j'ai pas forcément de preuves, etc. t'as J'ai observé. vu que voilà, j'avais senti que ça avait baissé mes performances. Voilà, observé que ça avait baissé mes performances, mais ça peut être d'autres facteurs, mais moi je pense, voilà, je sens que ça a joué là-dedans. Donc, je suis flexible sur ce point et je ne fais pas ma douche froide le dimanche. Mais Mais, c'est la connaissance. euh, C'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure. C'est la connaissance et l'expérience fait que tu es plus flexible au final. et oui, et pour moi, il y a un autre facteur qui va être la confiance en soi. La confiance en soi, en mode, est-ce que j'ai confiance en mon honnêteté envers moi-même? Donc c'est toujours la question, je te l'avais posée, c'est est-ce que je m'échappe? Oui ou non? Et au début, quand t'es pas très productif, t'as pas beaucoup d'habitude. Quand tu vas t'échapper, souvent ça va être des excuses. Et au fond de soi, on le sait. Tu vois, on se dit, là en vrai, je m'échappe un peu, j'ai pas trop de raisons, etc. Et à force de travailler, etc., vu que tu vas être beaucoup plus discipliné et que tu vas commencer à être rigide, etc., et ben quand tu vas venir appliquer de la flexibilité, des fois, c'est limite à contre-cœur et ça amène beaucoup de questionnements. De se dire, est-ce que ne plus faire ma douche froide le dimanche, déjà, est-ce que ça va pas casser l'habitude et est-ce que je vais pas avoir du mal à m'y remettre le lundi, à chaque fois, etc. Mais si on a confiance en soi, en son honnêteté, en sa discipline, non, la question se pose pas. Je fais pas le dimanche, mais je sais que le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, je vais le faire. Confiance en soi aussi dans est-ce que je le fais vraiment pour les raisons que je donne ou est-ce que c'est parce que je m'échappe et que je suis pas trop honnête envers moi-même. Et si vous avez confiance en vous et que vous faites ce que vous dites, vous allez gagner de confiance en vous, en vous-même et vous savez que vous êtes honnête envers vous-même et donc vous allez pouvoir appliquer cette flexibilité. Mais moi, je sais qu'à une époque, j'étais très rigide parce que des fois, je disais plein de choses que je faisais pas. Et donc, les moments où où j'aurais dû être flexible, je l'ai pas été parce que je me disais que si je cassais cette routine, etc., j'allais après me repermettre d'être flexible alors qu'il n'y avait pas de raison d'être flexible. Hmm. Après, à force là, à t'entendre parler, je me suis rendu compte que, en vrai, la rigidité, elle a une place giga importante parce que, au niveau de la confiance en soi et au niveau de la flexibilité, c'est des facteurs qui sont pas mesurables. C'est-à-dire que Oui, tu peux pas mesurer à quel point tu es flexible, tu vois, et tu peux pas mesurer si par exemple ta confiance en toi, elle est bien ou mal placée. Tu vois, des fois, on peut penser avoir l'impression d'avoir confiance en soi parce que ça nous met confortable et parce que bah voilà, c'est sociétalement parlant, dire qu'on a confiance en soi, c'est quelque chose qui est bénéfique. Mais peut-être que des fois, on va avoir justement un surplus de confiance en soi. On va se dire non, mais ça c'est bon, je le fais pas parce que bah voilà, j'ai confiance en ça, en ce procédé et truc. Aujourd'hui, je suis flexible parce que voilà. Mais au final, t'aurais pas dû l'être. Et à mmh, ouais, à force d'en discuter, plus on en discute et plus je me rends compte qu'en vrai, la rigidité, elle a une place importante parce que c'est ce qui va t'endurcir ouais. De et donner te faire confiance aller en vers toi. le mieux. Te faire aller vers le mieux parce que généralement, ce qui va te rendre meilleur sont des obstacles, sont des expériences qui sont la plupart du temps désagréables. Et bah, on n'est pas des sadomaso, on n'a pas envie de s'infliger de telles choses. Or, la Ouais, rigidité est là pour te l'imposer parce que tu as estimé que c'était ce qui était bon pour toi, même si tu n'en avais pas envie. Et la rigidité va t'empêcher justement de dire ah non, aujourd'hui, euh, je me trouve une raison un peu parce que voilà, tu vois, ouais, parce que j'ai de pas se les couilles dire de le faire et et qu'au fond de moi, que j'ai envie de m'échapper, tu vois. ouais, et comme on dit, faire ce qu'on dit qu'on allait faire, s'imposer les choses et se dire: «Bah non, aujourd'hui, même si je l'ai dit, je le fais pas». Voilà, c'est ça. Et moi, quand je parle de confiance en soi, c'est hyper important, c'est dans le lien, dites-vous que, imaginez, vous devez faire un exposé, heu, vous allez choisir la personne avec qui vous allez le faire souvent en fonction de votre confiance en lui, dans le fait qu'il va travailler, qu'il va participer au projet, qu'il va faire les tâches que vous allez lui donner et que vous allez faire vos tâches. Donc, vous allez être rigide ou pas en fonction par exemple,
Si vous n'avez pas confiance envers la personne, heu, avec qui vous faites l'exposé, vous allez agir différemment. Parce que peut-être que vous allez plus travailler de votre côté, parce que vous allez vous dire: «Je sais que, il y a des chances que lui ne le fasse pas». Donc qu'est-ce que ça change? Si j'ai pas confiance en lui, je vais être très rigide sur mon travail. Je vais tout faire, je vais pas me dire, si lui m'envoie un message en mode, «Oh, on peut peut-être faire comme ça, ne t'inquiète pas» et cetera et tout, mais je vais pas forcément l'écouter. Alors que quelqu'un avec qui j'ai confiance, beh, je vais accepter d'être flexible. S'il me dit que, on avait prévu une visio le mardi et qu'il me dit le lundi qu'il peut pas, si j'ai confiance en lui, je vais dire: «Bon, très bien, bah, on peut reporter au mercredi». Je suis flexible parce que j'ai confiance. Si j'ai pas confiance en lui, je vais faire: «OK» et je m'en fous de quand il reporte, je vais faire le travail. Et ben là, c'est Mmh. pareil. Est-ce que vous avez confiance en votre vous du futur, de vous dire: «Est-ce que, cette flexibilité que je m'accorde, elle est raisonnée et est-ce que ça va pas être la porte à des excuses plus tard?» Et donc plus vous allez avoir confiance en le fait que vous allez agir, plus vous allez pouvoir apporter de la flexibilité très bien placée. Parce que comme on l'a vu, la rigidité absolue, elle a ses limites et elle est pas bonne. Il faut une très grande part de rigidité avec de la flexibilité bien placée. Après aussi, là, parce que je regarde le titre de la rubrique qui est «Trouver l'équilibre entre flexibilité et rigidité». Et va bien falloir Ouais, qu'on essaie de donner une solution justement pour trouver cet équilibre, parce que là, on définit les termes, mais, euh, mais en réfléchissant à ça, euh, je me dis que déjà, au niveau de la flexibilité, on peut se demander pourquoi je suis flexible à ce moment-là. Par exemple, toi, tu l'as dit, le dimanche, tu prends pas ta douche froide. Pourquoi tu le fais? Tu le fais pas parce que bah, l'eau elle est plus froide le dimanche ou parce que c'est dimanche, dimanche c'est le jour du Seigneur, voilà, comme ça. ouais, Tu le fais parce que tu as observé que ça impactait tes performances sportives un jour de match. ouais, Moi, par exemple, euh, cette année, on l'a dit au début, j'ai commencé la boxe. Je m'en suis fait pas mal piquer. Et j'ai de toute façon un rapport au sport qui a toujours été très rigide pour le coup. ouais. En début d'année, je faisais des semaines, 6 séances de boxe tous les soirs. Et la séance du cardio le dimanche, un malade mental. Et là, que j'ai comment dire, une période intense de partiel à mon école, je dois moins y aller. Mais justement, c'est-à-dire que pourquoi je vais pas à la boxe? Parce que je sais que derrière c'est pour travailler et peut-être justement pour aller à la boxe plus de fois dans le futur. Parce que si je vais au Ouais, ouais. rattrapage, ça va me prendre du temps plus tard, je vais être baisé. Ou alors même dans ce que je veux travailler pour mes projets perso, le fait d'avoir les rattrapages, ça va me bouffer du temps. Et donc, à ce moment-là, je suis flexible vis-à-vis de mes séances de boxe parce que j'y vais pas, mais j'y vais quand même un nombre satisfaisant de fois par semaine. Ouais, Et plus tard, ça me permettra d'en avoir plus. ouais et celle où tu n'y vas C'est pas, c'est pas parce que tu as la flemme de faire du sport, pas parce que tu veux jouer à la play à la place, pas parce que tu bah, vas aller faire une grosse parce, soirée, c'est parce parce qu'en plus que voilà. je me fais une petite séance à la maison quand même, parce que voilà. Mais non, mais c'est vraiment pour se dire ça. Ou alors, au niveau de cette flexibilité, je pense que là, parce que là, je viens de dire un truc, je fais quand même une petite séance, tu vois. C'est-à-dire, Ouais, imagine, je sais que j'ai pas le temps de faire un gros truc, mais je vais essayer de me dire, ok, bon, aujourd'hui, je m'étais dit que je finissais ça. Je vois que c'est pas possible parce que voilà, j'ai des impératifs qui sont ajoutés. J'essaie quand même d'en faire une partie pour que le mois du futur, ça soit plus simple de le faire en une fois. Parce qu'il y ouais, aura pas à le faire en totalement, une fois, en fait, il y aura moins à faire. Et moi, c'est pareil. Quand je vais pas à totalement. la salle de boxe, je me fais quand même une petite séance minimaliste à la maison pour que quand je retourne à la boxe, après, bah, musculairement, au niveau du cardio, j'arrive à suivre, même si bon, je pense pas observer de grandes différences si je vais pas une fois à la boxe, mais mentalement, j'en ai besoin. Donc c'est ça, je vais pas à la boxe, mais j'ai pas l'impression de m'échapper parce que je fais quelque chose à côté. Et je m'échappe pas au final, parce que voilà, je le fais pour quelque chose de. Mais Totalement. mon pourquoi je suis flexible, il est intéressant et il est valable sur le coup. Donc voilà, Et il y a c'est. un autre lien, c'est pour ça que ce sujet était intéressant que je viens de me faire dans la tête. C'est par exemple avec la prise de temps libre ou non, de la rigidité, de la flexibilité. On peut faire le lien avec, comme tu dis, tes matériaux, un matériau, ouais, ça se dit, Oui, d'un très matériau. rigide, qu'on va pouvoir soumettre à du coup de la pression, mmh. C'est ça, on peut Ouais, une le contrainte. sou Tu mets une contrainte. voilà, une contrainte et en fait,
Un matériau, c'est simple, vous pouvez lui mettre une contrainte, mais si vous lui mettez une contrainte constante tout le temps, tout le temps, tout le temps, au bout d'un moment, le matériau, on est d'accord il va casser. Oui, ça c'est la fatigue. Voilà. Et donc, ce mélange entre rigidité et flexibilité, c'est nous aussi des choses qu'on avait déjà parlé. Par exemple, quand vous allez, on essaye de travailler tous les jours, etc. Mais donc, on est rigide sur ça, d'être rigide, d'essayer de bosser, bosser, bosser. Et cette flexibilité, c'est venir s'accorder du temps libre. Et c'est de venir se l'accorder. Est-ce que je m'en accorde trop? Pas assez? Est-il bienvenu à ce moment-là? Est-ce qu'à ce moment-là, je suis flexible ou est-ce que c'est juste que je m'échappe et que c'est pas du vrai temps libre, je vais sur les réseaux sociaux parce que j'ai pas envie de faire le travail? Ou est-ce que là, il faut que je m'accorde 1 heure et demie de temps libre pour me ressourcer et, Pour aérer et le reposer le cerveau. matériau pour pas qu'il casse de fatigue, ouais. Donc c'est toute cette question de rigidité et de flexibilité. Et donc, pour trouver un équilibre, moi je pense que pour trouver un équilibre, il faut d'abord être rigide parce que C'est vrai. de base, dans notre jeunesse, etc., on va être flexible. Hein, c'est normal. Hein, quand tu es à l'école, t'as pas raison d'être rigide. Quand tu es, quand t'es, pareil, au collège, au lycée, là où tu vas être rigide, par exemple, c'est si tu fais de la musique ou du sport ou des devoirs, mais c'est une part de rigidité qui est pas énorme. Et en grandissant, si on veut accomplir des belles choses, mais la rigidité, on va être soumis à plus de contraintes. Hein. Faire du Mm. sport, en même temps je fais mes études, en même temps je fais des projets à côté. Il y a beaucoup de contraintes qu'on s'est mis, qu'on a accepté de se mettre, et donc on est très rigide, mais il faut passer par là pour apprendre à équilibrer cette rigidité et cette flexibilité. Si toute notre vie on a été flexible, on ne peut pas savoir ce que c'est d'être rigide et donc on peut jamais trouver l'équilibre. Il faut expérimenter les deux. Mais c'est très intéressant ce que tu dis parce que de toute façon, la nature a un peu prévu ça. Je vais prendre l'exemple du sport par exemple. Parce que quand tu as dit ça, je me suis dit, c'est vrai que selon moi, tu as le besoin d'être, entre guillemets, un vétéran dans un domaine avant d'être flexible par rapport à ce domaine. Là, je reviens à mon Ouais. exemple de la nature par rapport au sport. Tu as un phénomène dans la nature que la plupart des sportifs connaissent, la mémoire musculaire. La mémoire musculaire, Oui. c'est à partir d'un moment, quand tu as fait un exercice répété avec des efforts répétés sur un mouvement, bah voilà, au début, tu évolues par rapport à ce domaine, par rapport à cette pratique. Et si à un moment, par exemple, tu te blesses et tu es contraint d'arrêter, quand tu vas reprendre, ta courbe de progression va être beaucoup plus exponentielle, elle va être beaucoup plus accentuée. Parce que ton corps, il a la mémorisation de cette grande rigidité à un moment, et donc il se souvient du chemin en fait. Les neurones, c'est d'un point de vue neuronal, euh, plutôt nerveux. Ton système nerveux, il va se souvenir de ce chemin et il va le recréer beaucoup plus facilement. Mais si tu es flexible dès le début, tu vas pas, enfin, tu peux pas créer Ouais. de chemins euh, neuronaux forts euh, sur cette pratique. Parce que tu as été flexible dès le Ouais. début, tu as fait le bordel, et que ton corps, il n'a pas été mis sous une telle contrainte qu'il va se dire putain, bon, ça, faut peut-être que je m'en rappelle. Parce que si demain on me remet la même contrainte dans la gueule, je vais souffrir. Donc là, je vais essayer de mémoriser un peu pour que la prochaine fois, ça sera moins compliqué. Non, mais clairement. Clairement. Donc Mais pour voilà. résumer, je pense que c'est simple, c'est soyez rigide. Donc, pour le dire mieux, je l'avais noté, c'est imposez-vous des choses et faites-les coûte que coûte. Hein. Dans l'idée. Voilà. On est rigide, on s'impose des choses et on le fait coûte que coûte pour s'améliorer, etc. Mais le luxe qu'on a, et c'est pour ça que c'est plaisant, c'est parce que les choses qu'on s'impose, c'est nous qui les choisissons. Donc, c'est qu'on a envie de s'imposer parce que les bénéfices qu'on en tirera, ils seront bons. Donc, imposez-vous ces choses et faites-les coûte que coûte. Et lorsque vous devez être flexible, demandez-vous, Demandez-vous lorsque vous allez être pourquoi. flexible, pourquoi. Comme tu dis, pourquoi. Et pour refaire le lien avec ce que tu disais au début, des fois, la plupart du temps, ce pourquoi, il va nécessiter des connaissances. On va pouvoir être flexible parce qu'on a des connaissances, notamment dans le sport. Moi, j'ai adapté mes entraînements chaque année, d'année en année, j'ai amélioré, etc. J'ai adapté et tout parce que j'ai gagné en connaissances, etc. Et donc, j'ai pu être plus flexible à certains moments pour redevenir rigide dans le fait de respecter mes dates d'entraînement, mes heures d'entraînement et mes entraînements. Donc voilà, pour trouver cet équilibre qui est hyper important. Et pareil,
Pareil, sur votre temps libre, on s'impose, on s'impose, on s'impose, et au moment quand on sent que voilà, on est un peu flexible, on accepte, on se dit je passe du moment de qualité pour me ressourcer et repartir. Et repartir parce que on va à tout prix éviter. On veut que le métal qu'on soit, on est du métal, on est un matériau très bon exemple. On veut que ce métal, il soit le plus dur possible, le plus dur possible, le plus dur possible, le plus dur possible. On met de la contrainte, mais il faut pas que le métal y pète. Alors, si je Il peux faut me qu'on évite à tout prix permettre, que le métal y pète. si, si je peux me permettre, les métaux ont un grand module d'élasticité. Si je veux être le mec chiant. Pardon. 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 Alors, ne soyez pas des métaux, c'est has-been. Qu'est-ce qui est très rigide? Bah, rigide, le verre, c'est très rigide. Le verre, il n'y a Mais pas c'est de, stylé le pas vert, d'élasticité. putain. Mais Bah oui, soyez du voilà. vert. Soyez du vert. Soyez du vert. Soyez très très Clair, très très clair, très 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 rigide. La pierre voilà. aussi? Bon, non, non, j'ai dit soyez clair comme du verre. Faut que vous Totalement. puissiez resplendir de vos capacités à être rigide. Allez, ça, Totalement. c'est donné comme ça. Bon, bon, allez, on Voilà. va s'échapper à la rubrique numéro 4, l'exposé du scribe. Donc, la rubrique numéro 4, Enzo, dis-nous tout. Et ben, en rubrique numéro 4, nous aurons l'exposé du scribe avec une citation, comme j'ai dit, de Joey Diaz, Joey Diaz, qui est un personnage assez connu, Joey Diaz. C'est pas le J'ai envie de frère dire. des frères Jazz, des Jazz, Non, non, du non, MMA. c'est un comédien de stand-up, un acteur et un podcasteur américain connu. Ok, Mais je sais plus dans quelle émission je l'avais vu, mais il est assez connu. Et cette citation, elle est simple, hein, elle est toute conne. C'est We made it another week, and guess what? We're gonna make it next week too. Donc en gros, on a réussi cette semaine, et devine quoi? On va encore réussir la semaine prochaine. très joli, Donc, inspirant. pourquoi Vas-y, je te inspirant? laisse, Et c'est pourquoi juste mon petit je... commentaire. Vas-y. Je voulais en parler cette semaine euh, parce que on en avait parlé, on n'en avait pas parlé, mais ou aussi, je sais plus, mais de faire le bilan annuel, trimestriel, etc., de faire le bilan et du coup de se mettre des objectifs. Évidemment, on veut se mettre des objectifs long terme, on a tous des objectifs long terme, des rêves, etc. Mais les rêves, quand vous mettez un processus, ça devient des objectifs. On a des objectifs, et au bout d'un moment, pour atteindre ces objectifs, il faut vraiment arriver à les décortiquer, à les faire en sous-tâches, sous-processus, 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 pour qu'ils soient applicables chaque jour, chaque semaine. Et pourquoi cette citation, je la trouve belle? C'est parce qu'elle nous dit on s'en fiche, ne prenons pas tout au très long terme en ayant l'impression je sais pas, vous voulez gagner 2 millions d'euros, etc. Et bien, c'est pas grave si on les a pas gagnés maintenant. On se focus sur cette semaine. Cette semaine, on fait tout ce qui est en notre pouvoir pour tendre à cet objectif-là. Tout, tout, tout. Et si on fait tout, eh bien, on passe à la semaine d'après. On a réussi cette semaine, on passe à la semaine d'après. Et on fait tout, tout, tout. Et pareil. Et chaque semaine, chaque semaine, chaque semaine. Et au bout d'un moment, le processus, il va marcher. Il va marcher, on va atteindre cet objectif. Et c'est pour ça que j'aime cette citation, c'est de se rendre compte que nos objectifs, on peut les appliquer chaque semaine. C'est pas juste un objectif de se dire un jour dans ma vie, une année. Une année, c'est quand vous dites une année, c'est comme le cerveau humain, c'est pareil. C'est comme quand on dit 1 milliard. On voit le chiffre, mais on se l'imagine pas. 1 milliard de personnes, vous pouvez pas vous l'imaginer dans votre tête. Vous voyez un gros tas de personnes, même si vous dézoomez, et on peut pas s'imaginer. Et ben c'est pareil quand vous dites cette année, un an, c'est gros, c'est gros, c'est gras, j'ai envie de dire. On se l'imagine pas et ça aura pas de répercussion. 3 mois. 3 mois, c'est un peu mieux, mais ça paraît encore gros. Parce que une journée, c'est 24 heures. Et une heure, on peut faire beaucoup de choses en une heure. Donc, réduire à ces journées, ces semaines, les semaines. Cette semaine, je vais faire ça, 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 ça. Et la semaine, on dit, ce jour-là, je fais ça, 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 ça. Tac, tac, tac. Et on enchaîne. Et ce qu'on va faire, ce qu'on veut faire absolument, cocher des cases.
Je devais faire ça, je l'ai fait. Je devais faire ça, je l'ai fait. Je devais faire ça, je l'ai fait. Je l'ai pas fait, je le reporte à demain ou après-demain. Le lendemain, je l'ai fait. J'ai avancé. Je l'ai fait, je l'ai fait, je l'ai fait. Qu'on soit dans une activité. Et ça, pour ça, vous avez besoin de décortiquer les tâches. Hein. Quand vous avez un projet, imaginons, je sais pas moi, un truc con, vous voulez écrire un livre, vous pouvez pas marquer dans votre truc lundi écrire le livre. Vous allez jamais le faire. Faire le plan du livre, faire la couverture du livre, faire la 4e de couverture du livre, trouver un titre pour le livre, trouver le visuel pour le livre, écrire le chapitre 1, écrire le chapitre 2, écrire le chapitre 3. Clac, clac, clac. Et votre livre, si chaque jour vous faites une de ces tâches, même si vous avancez juste, il va être écrit. Il sera écrit au bout d'un moment. Peut-être que ça prendra du temps. Il sera écrit au bout d'un moment. Et même, je vous garantis qu'au bout d'un moment, il ne prendra pas tant de temps de ça. Mais il sera écrit. Alors que se dire, cette année, j'écris un livre, c'est comme jeter un caillou dans l'océan et se dire que vous allez le retrouver. Vous n'allez pas le retrouver. D'accord. Donc voilà. C'est pour ça que j'adore cette citation, de se dire que voilà, on avance chaque semaine, on prend les semaines les unes après les autres, les jours les uns après les autres. Si on réussit, tant mieux, on répète la même chose le lendemain. Si on rate, on passe à autre chose. On essaye d'étudier pourquoi, et on passe à autre chose, etc. Mais cette citation, je l'adore parce que elle vous montre que vous avez le pouvoir sur vos vies, le pouvoir sur vos progressions, le pouvoir sur réussir vos objectifs. Donc voilà, Ben, je te laisse pour me dire. moi, cette citation, je l'ai pas compris comme ça. Enfin, Ok, toi, t'as vraiment compris l'aspect planification de la chose. Moi, j'en ai beaucoup plus sorti l'aspect, tu sais, la notion du momentum. Dans ce qu'il ouais, dit de, ben ok, voilà, on l'a fait cette semaine, et regardez, on va le faire aussi la semaine prochaine, parce que justement, pour moi, cette citation, plus que j'en ai ressorti, c'est, voilà, là, j'ai le shot dopaminergique de ma réussite actuelle, qui fait que je vais avoir beaucoup plus d'énergie pour faire le prochain. ouais, Et donc, du coup, moi, ce que je tire de cette citation, qui est vrai, hein, c'est vrai que quand, la plupart du temps, quand tu fais une bonne journée de travail, tu commences la matinée à avoir fait, je sais pas, tu as réussi des objectifs, ça va être plus facile de faire ceux de l'après-midi, parce que déjà, déjà, tu te respectes plus. Si tu sais que t'as pas fait le truc du matin, ouais, tu vas te dire, putain, ma journée, elle est niquée, ma journée, elle est niquée, bon, l'après-midi, bah voilà, je vais pas réussir, parce que, enfin, autant niquer toute ma journée, c'est ça. Ça ouais, m'a perturbé parce que là, je recoupe un peu avec ton point, mais t'as vu, je prends l'exemple de la journée. Je prends pas l'exemple de la semaine parce que la oui, journée c'est beaucoup plus représentatif. Mais donc du coup, totalement. je pense qu'on peut recouper comme ça. Mais voilà, c'est comme tu l'as dit, si vous prenez un zoom trop grand, un objectif trop grand, ça va être démoralisant parce qu'en fait, on va pas voir la progression sur cet objectif. On prend Ouais, une barre, on prend une barre de progression à 100%. L'objectif est, on va faire 5 millions d'euros. 5 millions d'euros, imagine, je fais 5000 balles en une journée. Bah, ouais, c'est bien, mais ça reste 0,001%, 10 puissance moins 3. ouais, Donc par rapport à la barre de progression, c'est ridicule. En revanche, si, je sais pas, je fragmente ce 5 millions d'euros en plusieurs, et que, je sais pas, je me retrouve avec un objectif hebdomadaire de, je sais pas, 10 000, mais si j'ai fait 5 000 euros en une journée, putain, j'ai fait la moitié de la semaine en... Tu vois, c'est énorme. Donc, ouais, ouais, pour reprendre ton exemple comment dire, de l'échelle, voilà, essayez de vraiment fragmenter vos projets, vos objectifs, pour que mm, vos avancées, vos résultats soient plus significatifs. La représentation du résultat, elle est plus représentative parce que clairement. ben, vous vous êtes fixé un objectif du coup qui est moins grand, parce que c'est un des objectifs qui fait partie du gros. Et quand vous l'avez réussi, ben vous avez ce shot de dopamine énergique qui va faire que le prochain, la charge de travail, va être moins désagréable parce que vous aurez vraiment cette impression d'avancer. Quand on est là, on a l'impression de stagner, tout est chiant, tout paraît chiant, on en a marre, on a envie de changer. Et voilà, moi c'est plus ça que j'en ai retiré, c'est vraiment
L'effet Ouais, du momentum, clairement. l'effet de se dire, bah voilà, on est dans le procédé, on est dans l'avancée. Je vais pas d'un coup mettre un gros coup de frein à mon avancée, Ouais, parce qu'après, l'énergie justement que je vais devoir mettre pour reprendre ma vitesse, totalement. pour reprendre mon accélération, c'est comme sur l'autoroute, encore en physique, putain, aujourd'hui je suis chaud, hein. Aujourd'hui je suis chaud. Dans les En partiels. physique, en physique, ce qui fait que vous allez avancer, nous on retient que la vitesse. La vitesse, c'est la plupart du temps constant, mais en physique, pour arriver à cette vitesse, il y a l'accélération. Mais la plupart du temps, si on se place dans un monde, on fait une hypothèse simplificatrice, il n'y a pas de frottement de l'air, il n'y a pas de. Voilà, il n'y a rien. Ouais, Euh, à partir du moment où je suis à 130 km/h, je reste à 130 km/h. J'ai pas besoin de mettre de gaz si j'ai pas de frottement de l'air et tout. En revanche, si je vais à 150, je mets un gros coup de frein, je tombe à zéro, pour retomber même à 110, je vais avoir utilisé beaucoup plus d'énergie parce que du coup, j'ai utilisé 2 fois ouais, de l'énergie pour que mon accélération elle me mène d'abord à 150 puis à 110 et au final voilà, j'y perds plus d'énergie que ce que j'avais à dépenser au début si j'avais tout fait d'une traite et que je reste et juste que là on remet un peu des frottements de l'air, j'alimente petit à petit pour entretenir mon 130 km/h. totalement. Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que, bah, moi j'avais marqué notamment rentrer dans la boucle du grind, hein, donc grind donc travailler fort et je suis totalement d'accord avec le fait que quand tu en sors, c'est très dur et pour rebondir sur cette citation encore une fois, c'est pour moi, c'est même au-delà de ça, c'est, on a réussi cette semaine, on va réussir la semaine prochaine en faisant un peu plus, un peu mieux. Tu vois? Je donne un exemple, c'est imaginons, vous prenez un objet sur une année, vous allez vous dire: «Cette année, je fais, 100 000 balles». D'accord? Si, à la fin de l'année, tu as fait 100 000 balles, chaque être humain normal va se dire: «Bon, l'année prochaine, je fais 200 000». Si tu vas pas refaire, tu vas jamais te dire: «Je fais autant que l'année» parce que c'est démoralisant de dire: «Bah, j'ai fait aussi bien, tu veux faire mieux». Et ben là, Mm. c'est pareil sur les semaines, hein. On peut partir d'un petit objectif, de dire: «Cette semaine, je gagne 10 €, vous allez réussir». La semaine après, 20 balles, et cetera, et cetera. Et en augmentant à chaque fois, on augmente. Et pour reprendre ton exemple de la voiture, sans frottement, on est à 130 et on va se dire, une fois par semaine, c'est très très dur, elle est super lourde et tout, je vais réussir à appuyer un petit peu sur la pédale et à gagner 1 km/h. Donc la semaine 1, on est à 131. À la semaine 2, on est à 132. Semaine 3, 133. Et chaque semaine, on produit le même nombre d'efforts pour augmenter de 1 km/h. Par contre, chaque semaine qui avance, on avance plus. On met plus de distance. Et c'est exactement, on peut faire le lien avec ce podcast. Au début, pour créer le podcast, il y a eu beaucoup, 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 beaucoup de travail. Il a fallu appuyer beaucoup sur la pédale pour arriver à 130. Et Mm. maintenant qu'on est dans le maintien, c'est 131, on appuie un petit peu sur la pédale, 131, 132, 133, etc. Mais au final, alors qu'au final, le contenu, ça, c'est toujours un épisode par semaine, etc. Mais il y a beaucoup moins de travail. Et du coup, le projet s'améliore, le projet continue, et à côté, on se libère du temps pour faire encore plus de projets, etc. et accélérer encore plus. Donc C'est voilà, ça. Après, concentrez-vous après, sur les semaines. après on fait le lien aussi avec la rubrique d'avant. Euh, Mmh, il faut savoir aussi, avec sa voiture, passer à la station essence. Il faut le totalement. savoir. Magnifique. Mais, mais ça, c'est au niveau de la flexibilité. Voilà. Si je suis à plein gaz et que je le sais, je le vois sur mon compteur, mon plein, il est encore à la moitié. Je peux pousser encore. Ça servira à rien de s'arrêter pour faire une moitié de plein. Moi, je vais m'arrêter beaucoup plus. Je vais épuiser beaucoup plus d'énergie. Euh, voilà, il faut savoir, après, pas non plus arriver au bas de les réserves et prendre le risque de tomber en panne sur l'autoroute, parce qu'après, je vais prendre une amende. C'est chiant. Et puis même, Totalement. après, je vais devoir appeler la dépanneuse. Voilà, il faut savoir, c'est ce qu'on a dit avant, la Être flexible. flexibilité. Il faut savoir être rigide, savoir avancer dans les projets et profiter de l'énergie qu'on a mis au début pour garder notre vitesse actuelle Ouais, et après savoir ralentir un ouais. peu, voilà, faire le plein. Euh, c'est, c'est, Ne pas en appuyer soi, sur la c'est une pédale une grande. semaine. Non, mais voilà, c'est ça. Mais c'est surtout quand on y pense, c'est d'une grande difficulté. Là, on en parle, ça paraît Totalement.
à force d'en parler, on le sous-estime un peu, mais il faut savoir que comment dire, ce sont des objectifs et c'est un chemin qui est très, très difficile à emprunter. Après, qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Est-ce que tu veux Complètement. emprunter aujourd'hui ce chemin difficile pour après avoir une vie plus facile? Ou alors, là, aujourd'hui, te la couler douce et plus tard, galérer parce que bah, justement, t'as pas su mettre les efforts avant. Et sortir cette phrase, peut-être une autre citation, mais enfin, c'est pas une autre citation, mais c'est une phrase que j'entends et que moi, elle m'effraie complètement. Je me sens mal pour les gens qui me la disent. Mais qu'on me dise, «Putain, mais bah, là, on me l'a dit jeudi à une soirée, enfin une soirée, il y avait un repas avec, mon équipe et après il y en a qui moi je suis parti à 23h30. Il y en a qui me disent: «Putain, mais toi tu pas ça, le chocolat» entre guillemets, hein, en mode, tu pas ça, boire l'alcool et compagnie et sortir et il m'a dit, «Mais tes jeunes en plus, c'est les meilleures années». Voilà. Moi cette citation, elle m'effraie. C'est les meilleures années quand t'es jeune. Je trouve que cette façon de voir, elle est triste parce que c'est en gros, c'est de se dire: «Bah, j'ai un sablier et quand je suis plus jeune, ça y est, mes meilleures années sont passées et j'ai face à moi, des le reste de mon existence ne sera que, souffrance ou en tout cas, jamais aussi bien que ce que c'était avant» et En moi fait, ça, personnellement, je ne peux pas. c'est surtout une volonté de rester enfant. Parce que qu'est-ce qui te permet de faire ces meilleures années quand tu es jeune? C'est que tu pas autant de responsabilités. Ces gens-là qui te Totalement. disent ça, c'est peut-être des pères de famille et tout, qui en soi t'envient de cette irresponsabilité possible que tu ne te laisses pas. Mais en fait, c'est des gens qui, bah, je sais pas, ont peut-être pas réussi à grandir, euh, comment dire, à maturer Non, de la bonne manière. ou qui sont enfermés dans leur boucle. Tu vois, celui il avait 26 ans, mais tu as, ils ont Ouais, kiffé ces années-là et ils ont leur métier et cetera et pour eux, ils peuvent pas sortir de la boucle. ouais. C'est ça y est. Pour eux, ils sont à 150 sur l'autoroute et l'essence, elle est illimitée. Mm. Essence illimitée et ils peuvent plus s'arrêter. Alors que non, non, mais c'est dur pour ces gens de s'en rendre compte, tu vois? De se dire que, bah, tu peux faire quelque chose pour changer et tout. Et donc moi c'est voilà, pour moi chaque année, faut essayer de faire en sorte qu'elle soit meilleure en termes de productivité, mais juste qu'on kiffe plus chaque année ou en tout cas, on a dans sa tête, la projection de se dire: «Bah, cette année sera meilleure que la précédente. Je vais plus m'amuser, je vais plus travailler, je vais plus kiffer, je vais tout aimer», tu vois? Et de se dire dès le début que, bah, ce sera jamais aussi bien qu'avant, je l'ai eu, jeune où j'étais nostalgique et tout d'une époque parce que voilà, bah, tu pas heureux, quoi, enfin, tu pas heureux. Ce qui est heureux, c'est de se dire que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Alors qu'aujourd'hui était une belle journée et c'est ça qu'on veut. Ouais. Bon, je pense que c'est pas mal. Et Voilà, voilà je pour cette viens, posée du crime. je viens de voir, on va rester un peu dans le même thème de toute façon avec la débâcle. Euh, Ouais, mais bon, on va y aller tout de suite, on va en discuter. Allez, c'est parti. la débâcle. C'est parti, cinquième rubrique, la débâcle. Enzo, les excuses sont-elles valables? Bonsoir, non, à 100. Fin de la cinquième rubrique, on passe à la... Heu, Donc, non, à 100. voilà. Donc, comment on définit une excuse? Je pense que c'est un peu la définition que tu avais donnée tout à l'heure pour l'échapper, mais c'est en gros que tu faillis à ta responsabilité, pour moi, une excuse. C'est-à-dire que tu devais faire quelque chose, et au lieu de dire ouais, bah, je l'ai pas fait, tu dis Ouais. non, mais si je l'ai pas fait, c'est que un tel il m'a empêché ou il y a eu tel obstacle, c'est que moi tu peux pas me crier dessus, tu vois. C'est une fuite de responsabilité pour moi. Donc bah, là, j'ai une définition devant ma tête, devant mes yeux, magnifique. Une excuse est une déclaration ou une action qui tente de minimiser la responsabilité. Déjà.
Totalement. C'est ce que On j'ai veut dit. minimiser ça. Ouais, totalement, c'est ce que tu as dit. Ou l'impact d'une faute, d'une erreur ou d'un manquement, souvent en alléguant des circonstances atténuantes ou en exprimant du regret. Et pour rebondir, parce que moi je voulais faire cette différence, pour moi, aucune excuse n'est valable si pour que vous n'ayez pas fait quelque chose, pour que ce soit pour que ce soit valable, vous direz différemment. Vous direz: «J'ai une raison. Il y a une raison à ça. Pourquoi je n'ai pas fait ça? Il y a une raison». Si c'est voilà, une raison, explication fondée sur la logique ou la réalité qui justifie une action, une décision ou un phénomène. Voilà. Pour faire simple, en termes rugbystiques, si vous n'avez pas fait quelque chose et que vous êtes parce que vous êtes échappé, et que vous voulez vous dire: «Ah mais non, mais» c'est une excuse. C'est une excuse. C'est une excuse. Si vous n'avez pas fait quelque chose et qu'il y a une raison, alors c'est valable. Alors c'est valable. Moi, je sais pas. Je Je suis peut-être pas totalement d'accord, hein. Parce que bah, la raison, pour moi, c'est une forme d'excuse. En fait, t'essaies de te dédouaner en, en- Putain, c'est compliqué. Parce qu'en fait, je viens de penser, ta raison, elle peut être par exemple en sport, un manque d'entraînement. Donc, du coup, tu te gardes la responsabilité de ton échec, si tu veux. totalement. Mais Totalement. moi, en fait, pour moi, raison, je l'assimile un peu trop à excuse. Pour moi, il y a excuse-raison et l'autre partie, c'est l'échec. C'est-à-dire que j'ai fait cette chose, mais je l'ai échoué. Je suis pas arrivé au but, tu vois. Est-ce que je Oui, donne une mais excuse? Est-ce que je donne une raison ou une excuse de pas avoir même touché au problème, tu vois? Je l'ai même pas regardé et une raison de ton échec entre guillemets. en fait, une excuse, tu cherches à minimiser ta responsabilité. Ouais. Tu vois? Une excuse, tu cherches à faire en sorte que c'est pas totalement ta faute. En fait, quand tu vas dire une raison, tu vas pas dire le mot raison forcément. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Imaginons, tu perds ton match parce Ouais. que tu as eu un manque d'entraînement. Hem, on va te dire: «Mais pourquoi ça t'est arrivé et tout?» Tu vas faire, «Ah ben en fait non, mais c'est pas trop ma faute, c'est parce que l'arbitre, voilà, le mec il est dopé en face». Excuse. Tu es honnête avec toi-même. Tu cherches pas à manquer de ré à changer ta responsabilité. Tu vas dire, heu: «Bah, je me suis pas assez entraîné, j'ai pas été sérieux» et tu as pas dit le mot raison, mais ce que tu viens de donner à la personne, c'est une raison. C'est la raison de ton échec. La raison de ton échec, c'est: «Je me suis pas assez entraîné». C'est tout et c'est valable de dire En- ça. Tu vois? Ça me choquerait pas que tu me dises: «Je me suis pas assez entraîné». Tu t'enlèves pas ta responsabilité. Tu donnes une raison de ton échec, c'est valable. Par contre, que tu me dises, alors que tu sais, alors que tu as une raison derrière, que tu sais que, tu t'es pas assez entraîné et que tu me sors, «Ouais, mes gants, ils étaient pas bons». Là, tu me sors une excuse, là. Mhm. Tu vois? Mais si, Parce si, par que exemple, imagine j'ai un travail en groupe, je suis en binôme avec quelqu'un, t'es mon prof et je te rends pas le travail ou je te le rends en retard. Mon collègue il est pas ouais, là. Tu viens me voir, tu me dis pourquoi il est en retard le travail. Et je dis ouais bah lui il a pas travaillé. Est-ce que c'est une raison ou une excuse pour toi? Parce qu'en soi le pour moi, travail c'est j'aurais une pu le faire. excuse. Pour moi, c'est une Et excuse. alors mais c'est en fait parce que je pense que dans la définition de la raison, que tu vois en fait c'est juste est-ce que tu t'es délesté de la responsabilité? Parce que pour moi, quand je t'ai dit, bah voilà, le travail, il est pas à l'heure parce que lui, il a pas travaillé, en soi, ça peut être une raison. Parce que c'est. Comment dire? En fait, c'est compliqué. Pour moi, t'as toujours un impact dans ton échec ou si t'as pas fait quelque chose, tu vois. Totalement, Et totalement. à partir du moment où tu te délestes, t'appelles ça comme tu veux, une excuse, une raison, pour moi, c'est inacceptable. À partir du moment où tu te délestes pas de la responsabilité, tu peux appeler ça une excuse, une raison, ce que tu veux, pour moi, ça passe, tu vois. Si mon excuse d'avoir échoué, c'est bah ouais, je suis désolé parce que je me suis pas assez entraîné ou voilà, ma diète elle était pas, j'ai mal géré ma diète, truc. Une pesée avant un combat, j'ai mal géré ma diète, voilà, tu peux l'appeler une excuse, une raison, mais c'est quand même toi le responsable, tu vois.
Et pour moi, ça reste acceptable parce que tu es conscient de ça. Mais mal gérer si tu dis: «J'ai mal géré ma diète», ce sera pas une excuse, ce sera une raison. Quand tu donnes une Oui. excuse, tu cherches à ce qu'on te dise, à ce qu'on te réconforte. Quand tu cherches une excuse, c'est Ouais. pour qu'on te dise: «Ah mon pauvre» et cetera. C'est dans le mot «excuser», tu vois? Pour qu'on Mmh. t'excuse le fait d'avoir raté. Tu as envie qu'on t'excuse le fait d'avoir fait ça, qu'on te dise qu'on fasse preuve de compassion. Mmh. Quand tu dis, «J'ai raté ma diète, j'ai mal fait ma diète», tu cherches pas de la compassion. Tu t'es juste: «OK» et moi juste et tu as juste envie que je te dise que j'accepte ton truc et te dire: «OK, bah, il m'a donné la raison, voilà». Mais quand tu dis que, heu, mon collègue il est pas venu, tu vois? Mon collègue il Mmh. est pas venu. C'est une excuse parce que, heu, en fait, tu vas, tu vas, tu délaisses ta responsabilité parce qu'en fait, tu aurais pu faire le job et Mmh. si jamais et souvent c'est pas tout souvent c'est une excuse parce que souvent quand tu dis ça, c'est que voilà, il y avait un truc qui allait pas et cetera et ton collègue, si tu avais pas eu confiance en lui, tu l'aurais fait. Ouais. S'il y a une vraie raison, la raison, elle sera plus détaillée, elle aura une vraie explication fondée sur la logique. Tu vois? Pourquoi vous avez pas fait ce travail? Si tu as une raison, tu vas lui expliquer, tu vois? Ouais, Et ce ouais, sera ouais. beaucoup plus détaillé. Une excuse, souvent, c'est un truc que tu sors comme ça. Une raison, bah, j'allais dire, faut aller la trouver. Non, une excuse, tu vas la trouver. Une raison, elle te vient d'elle-même, tu vois? Tu vas la dire simplement. Mmh. Pourquoi vous avez pas fait votre travail? J'ai pas d'exemple parce que c'est rare d'avoir une raison de pas faire son devoir. Ouais. Tu vois? Oui, C'est je suis rare. d'accord. C'est rare parce que si tu as pas fait ton devoir, tu seras peut-être pas en t s'il y a une vraie raison, tu seras pas en cours. Tu vois? Tu es malade, Ouais. bah, tu seras pas en cours, donc le prof te pose pas la question. Il y a eu un décès dans ta famille, tu seras pas en cours. Le prof te pose pas la question. Peut-être il t'envoie un mail, Mmh. tu lui envoyeras la raison, tu vois? Une excuse Ouais, ouais. d'être en cours et de pas avoir fait le travail, tu sais que le mec il arrive, enfin, tu attends le boulot au dernier moment, quoi. Donc c'est un peu une excuse. Donc une Je raison pense pour que moi pour pour recouper avec le vocabulaire que tu utilises, souvent une excuse, on te l'a pas demandé. Une excuse, totalement, c'est toi qui vas te justifier. Alors qu'une raison, totalement. c'est le mec qui va te la demander et je vais dire, bah, pour ça. Tu vas même pas aller voir la personne parce que tu sais, juste quand elle va te Oui, le demander, tu vas donner la raison. Alors que l'excuse, le mec t'a pas forcément demandé ton avis, tu vas dire, ouais, mais d'ailleurs, bah, si je l'ai pas fait, c'est parce que, truc. Non. totalement, Je totalement, pense totalement, je suis totalement d'accord avec que, toi. voilà. Et Totalement voilà, d'accord avec toi. après, peu importe le vocabulaire, selon moi, à partir du moment où on justifie un échec par un quelconque événement extérieur ou Qui quoi que ce minimise soit, sa responsabilité, c'est ça. Pour moi, c'est pas acceptable. Je je suis m'efforce d'accord. à chaque fois de me donner complètement la responsabilité, voire même des fois, je pense que je m'en donne trop. Des fois, j'ai pas la responsabilité, je me la donne quand même, mais je préfère ça que l'inverse. Totalement et surtout que c'est beaucoup plus à l'honneur d'une personne, de donner des raisons que des excuses. Tu vois ce que je veux dire? Une excuse, à part si c'est ta mère, ou ta meuf à la limite, tout le monde s'en branle, hein. Il y a Ouais. personne qui va pleurer pour toi parce que tu vas sortir une Même, excuse en disant: même, «Oh non mon même, pauvre». Souvent même la raison. les profs Même la raison. oui mais je vais y venir, je vais y venir. Mais une excuse, tu vois ton prof, tu dis: «Mon chien a mangé mon devoir», ton prof va te vanner devant toute la classe, tu vois? Il y aura pas de compassion en Mm. mode: «Oh non le pauvre, son chien a mangé le devoir». Alors qu'une raison, au-delà de ça donnera pas de compassion, mais tu vois un mec comme ça, c'est quelqu'un qui assume ses échecs et ça c'est beau, Ouais. ça c'est beau. J'aurais pas de la compassion pour toi, mais imaginons, tu rates un combat, tu me sors un truc de me dire, «Ouais, c'était l'arbitre», une excuse bidon. Je vais me dire: «Ah c'est dommage, il assume pas trop, il aurait pu, tu vois? Je vais être un peu Ouais. déçu par toi, limite. Je vais me dire: «Je pensais pas qu'il était comme ça», tu vois? Alors que quand tu vas me dire la raison, Ouais. tu vas me dire, en plus souvent ça va être accompagné de quelque chose, tu vas me dire: Je me suis pas bien entraîné et cetera, je vais retourner à la salle». Tu es en mode: «Beh, j'aurais pas de compassion pour toi, mais je vais être limite inspiré par toi». Tu vois? Je vais me dire: «OK, Ouais. il fait Ouais. face à un échec, il assume l'échec, il est prêt à répondre, par ses actes à cet échec».
Et donc c'est tout à ton Mm. honneur, parce que tu es en face de toi un mec qui, voilà, qui agit avec honneur, qui porte ses couilles, qui dit la vérité, et qui se cache pas derrière quelque chose pour dire, pour se cacher et pour se mettre en boule, dire c'est pas moi, c'est pas moi, Ouais, ouais, ouais. c'est pas moi, tu vois. On a Ah plein oui, je suis d'exemples d'accord. dans le monde, mais par exemple, Cyril Gann, quand il s'est fait taper, qu'il a dit désolé, il a dit, mais j'ai manqué d'entraînement, euh, j'ai manqué de Contre ça, j'ai John pas bien Jones, fait tu ça. parles. Ouais, j'ai manqué d'entraînement, etc. Je me suis rencontré. Ben, c'était tout à son honneur, tu vois. C'était tout Ouais, à son ouais. honneur que plutôt que de dire euh, oui, mais John Jones, ça se trouve, il est encore dopé, il était dopé, etc. Mais les gens auraient dit, enfin, tu vois, c'est beaucoup Mais moins honorifique. c'est vrai que par rapport à cet exemple, alors je sais pas si parce que j'ai mal suivi l'histoire ou quoi, mais quand il a eu cette défaite, il a dit ça, et après, tu sais, il n'y a pas eu de. Enfin, moi, Ouais, j'ai pas vu de y a... suite à l'histoire. Alors que mais s'il bien avait sûr. essayé de donner un truc un peu fallacieux ou quoi, je pense que ça se serait plus foutu de sa gueule que ce qui s'est vraiment passé. Parce que bah, justement, le mec a. Enfin, tu sais, en fait, il a avoué sa défaite lui-même dès le début. Donc, du coup, les gens, bah, tu sais, il n'y avait pas de grain à moudre, quoi. Bah oui, il a fait, je vais Oui, pas tacler un mec qui s'est lui-même mis en dessous, tu vois, parce que bah, il le sait. Donc, au final, il n'y a pas eu de suite. Et je pense que bah, il a beaucoup mieux vécu mais comme ça totalement. Mais que s'il s'était que- caché, voilà. comme on dit entre guillemets, faut t'avouer à moitié pardonner. Citation toute conne, Oui, mais c'est à ton honneur ouais, de dire que t'as fauté, pourquoi t'as fauté. Parce que ouais, tu, ouais, voilà, il l'a dit, et voilà. Et c'est mieux qu'un mec qui dise, je cherche des exemples, mais hors sport de combat, quand t'as des pros qui vont te dire, oui, l'arbitrage, il était fallacieux, etc. Moi, je l'ai dit aujourd'hui que l'arbitrage n'était pas bon pour mon match, tu vois. Là, je te sors un peu une excuse, même si ça peut être aussi vrai que possible, tu vois, aussi vrai. C'est que ouais, ça reste une excuse parce que, on le sait tous, c'est un des plus mauvais matchs de notre saison. Point. Point. Arbitre bon ou mauvais, c'est c'est un des plus mauvais matchs de notre saison. Parce que peut-être on a manqué d'entraînement, parce que peut-être la reprise, on n'était pas à 100% au niveau physique, parce que peut-être on s'est pas assez entraîné, sûrement, ou peut-être parce qu'on n'a pas fait assez attention à notre diète. Et donc, il y avait des raisons. Et je peux te sortir l'excuse de dire que c'est l'arbitre, pour me réconforter, etc. Mais tout le monde s'en fout, tu vois. Ceux qui vont être d'accord avec ouais, moi, ça va être les mecs de mon club. Mais toi, si je te dis, enfin, tu vois, je peux le voir avec n'importe qui. Là, je te dis, aujourd'hui, si je te débriefe mon match et que je te dis, ouais, mais l'arbitre, il était dégueulasse, ça va te passer au-dessus de la tête. Tu sais, ouais, ouais. comme ça. Comme ça. Alors que si je te dis, ouais, j'ai merdé, j'aurais dû pas hier j'ai fait la fête, j'aurais pas dû, j'ai pas respecté les adversaires, et je les ai cru mauvais, c'est une leçon d'humilité pour moi. Et de suite, tu te raccroches à ça. Tu vas te dire, ok, le mec, il a compris ses erreurs, c'est intéressant. Et de son expérience, je peux peut-être en tirer quelque chose moi aussi. Donc, ouais, tout de suite, Ouais. c'est beaucoup plus à ton honneur. Donc, c'est simple. Pour conclure cette rubrique, on se débarrasse de toutes les excuses. Quand vous ne faites pas quelque chose, ne dites rien. Vous n'avez plus aucun au mot à dire, comme on l'a dit, parce qu'une excuse, on vous la demande pas. Si vous donnez les raisons, on vous l'aura demandé. Donc tant qu'on vous demande rien, vous dites Ouais. rien. Vous faites le bilan, vous, dans votre tête. Et voilà. Et voilà. Et puis surtout, Voilà pour même si cette vous donnez, délicieuse. même, attends, c'est juste, je finis en disant, Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Ouais, pardon. même si vous avez une excuse, enfin, pas une excuse parce que du coup ça deviendrait une raison, à partir du moment où la raison vous touche, enfin, vous ne vous enlevez pas de responsabilité, ça reste acceptable. De toute façon, on l'a dit jusqu'ici. Mais voilà, si votre euh, explication à votre échec, pour Si pas vous assumez utiliser vos actes. excuse, voilà, pour pas utiliser excuse et raison, si votre explication à votre échec est extérieure à vous, les gens, de toute façon, vont s'en foutre et ils retiendront juste votre échec et vous passerez en plus pour un bouffon qui n'admet pas ses fautes. Donc voilà. C'est tort, totalement. Totalement. Un échec, c'est un échec que si on n'apprend rien de celui-ci. Voilà. Voilà. Donc si vous apprenez que derrière vous faites ce qu'il faut pour pas que ça arrive, pour pas plus que ça réarrive, et bah c'est parfait. Ah, et bien voilà pour cette rubrique, et on va pouvoir passer à la dernière rubrique de ce Rubrique. podcast.
la nouvelle, l'équation de Thalès. Donc, l'équation de Thalès. Nouvelle rubrique cette semaine. J'ai vu le titre tout à l'heure quand on était au conseil des sages. J'ai eu un grand sourire parce que, en fait, l'équation de Thalès, c'est un problème que tu rencontres et que je suis Ouais, censé résoudre, mais que je totalement. rencontre aussi. Que je Oh rencontre putain! aussi. Mais, T'as trouvé une solution? j'ai trouvé une solution, enfin, je me suis trouvé une solution pas plus tard qu'hier à mettre en place cette semaine. Donc au moins, on va pouvoir être deux à la mettre en place. Alors, je sais pas si par contre elle est applicable à ton cas. Donc déjà, je vais énoncer le problème. Je vais énoncer le problème. Ok, Ton problème, Enzo, est ta mise en place de routine de pompe. Je vais lire ce que tu as mis dans la page. c'est ça. Tu n'arrives pas à mettre en place bon pompe ou burpees à tes pauses. Voilà, mes pauses de travail, comme avec conseillé le Raptor, de faire 10 pompes, 5 burpees 3 fois quand on fait des pauses. Voilà, j'arrive pas à le faire parce qu'en fait, tout simplement, j'y pense pas. Tu vois, je vais bosser 4 heures, je vais aller pisser et je vais revenir, quoi. Voilà. Moi, c'est pareil. Je me suis imposé une routine de pompe, donc quotidien, hein, c'est une routine. Ouais, Euh, je l'avais mise à 150 pour avoir ok, les 10 000, pour avoir 1000 pompes par semaine. Je voulais faire. ouais, Et bon, 150, en fait, le problème quand on met un objectif un peu trop haut, on n'a pas, enfin, on se sent trop petit à côté et ça nous décourage en fait. Donc je l'ai diminué à 100 totalement. parce que 100, je sais que ça me prendra beaucoup moins de temps Ouais, ouais, et que c'est beaucoup plus faisable. Je le fais en 2 fois et puis voilà, après on n'en parle plus. Euh, et en fait, moi, j'arrivais pas à le faire parce que quand je vais en cours, je rentrais et en fait, je voulais les faire juste avant ma douche. Tu vois, au moins je fais mes pompes, je fais ma douche, après je suis propre, j'en parle plus, tu ouais, vois. Mais ouais, donc ouais, du coup, entre le moment où je suis rentré, j'ai travaillé, souvent après je suis allé à la boxe, et après la boxe, je dois faire mes pompes pour aller me doucher. Sauf que le problème, c'est que la plupart du temps, il est genre 20h, 21h. Faire des pompes à ce moment, je pourrais, mais j'ai eu pour le coup toute la journée de cours, tout le travail de quand je suis rentré jusqu'à la boxe, et la boxe, ma fatigue, elle est colossale. Donc je me suis dit, moi, c'est ce que je vais mettre en place cette semaine comme solution. Après, on va essayer de trouver pour toi parce que on n'a pas forcément le même emploi du temps. Mais il faut que je fasse mes pompes au moment où je rentre chez moi. C'est-à-dire que certes, j'ai fait ma journée de cours, mais au moment où je rentre, je suis encore un peu dedans. Et puis souvent en plus, quand je rentre de cours, j'ai un peu ce petit relâchement de pression et ça y est, je suis fatigué, tu vois. Et donc du coup, c'est difficile de se mettre au ok, travail. ouais. Alors, je vais profiter de ne pas être fatigué physiquement, parce qu'il y a la fatigue mentale et physique, selon moi. Je vais profiter de ne pas être encore assez fatigué physiquement pour faire mes pompes. Ça va me réveiller mentalement, je vais pouvoir travailler, et en plus, à la fin, j'aurai fait mes pompes. Bah écoute, c'est une super solution que je peux appliquer totalement parce que déjà, je me balade tous les matins, minimum, enfin, Voilà. exposition au soleil, donc je pourrais faire des pompes à ce moment-là. Des fois, Bah, je ressors. tu fais en rentrant, par exemple. En rentrant, déjà, tu Ouais, peux faire ouais, la moitié, tu vois. Parce que le but, si c'est ouais, quotidien, tu peux en faire la moitié. Et c'est comme on a et dit, talent. si ton objectif il est plus petit, il sera beaucoup moins décourageant. Donc, si tu en fais la moitié juste après ta routine de marche, bah, ça va rentrer dans ta routine, peut-être. Donc, même, Ouais, ça sera c'est beaucoup plus vrai. facilement assimilable. Et après, tu n'auras plus que la moitié à faire. Et alors, décortique-nous ta journée pour qu'on essaie de trouver le moment où tu vas le Mais mettre. non, mais Parce que là, les ouais, là, tu moments, vas c'est avoir besoin simple. de Déjà, j'ai rigidité. entraînement. Exactement. J'ai entraînement à peu près tous les soirs, hein, sauf le jeudi. Donc, déjà, Ouais. tous les soirs, en rentrant, je peux le faire, effectivement. Mais par exemple, le jeudi, tu vois, je vais chez le boucher. Donc, je sors 2 fois le matin. Enfin, dans la matinée, à intervalles Moi, séparés. je pense par expérience que le faire après l'entraînement, c'est, c'est décourageant au possible. Tu te dis, j'ai déjà fait mon sport. Alors que si avant ton entraînement, tu fais juste, j'ai vu un objectif de 50 pompes par jour. Si tu fais Ouais, 25 après la marche, 25 avant l'entraînement, tu sais, t'en fais 25 avant l'entraînement, tu vas pas te dire à l'entraînement,
oh, j'ai fait 25 pompes, c'est normal que je suis un peu engourdi. Ouais, ouais, ouais. Ça Surtout que va, des tu fois, vois, je c'est fais de la 25 mu- pompes. ouais, surtout que des fois, je fais 1 heure de muscu avant l'entraînement, tu vois. Voilà, c'est ça. Donc, Donc, tu je me sais, dis pas ça. t'auras pas cette excuse pendant l'entraînement de Ouais, dire, ouais, mais j'ai fait mes pompes avant, tu vois. ouais, Alors ouais, que c'est vrai. si t'as fait ton entraînement, ta séance de muscu, ta séance de rugby, et après tu rentres, tu te dis, oh, 25 pompes, putain, j'en ai pas fait assez avant, là, de sport pour m'infliger encore 25 pompes. Mentalement, tu vas te dire ça. Et donc, du coup, je suis pas sûr que ça soit très. Enfin, ça va pas être facilement implémentable. Donc, moi, ce que je te conseille de faire, c'est soit tu fais bah, tout après ta séance de marche, soit tout après, avant ta séance de sport, parce que après, ça sera impossible. Par expérience, je te le dis, c'est. Je me suis toujours dit, là, je suis claqué, je viens de faire 1 heure et demie de sport, je me suis tué. Là, 50 pompes, qu'est-ce que j'en ai à branler? Alors que si je l'ai fait avant, j'ai pas cette excuse. C'est vrai, c'est vrai. Et donc, écoute, je vais appliquer ça, je vais tester, Voilà. voilà, je vous donne mon déroulé. Je vais faire 25 pompes après ma balade du matin, 25 avant l'entraînement, et tenter 25 après l'entraînement. Et comme ça, je pourrais apporter un bilan à mon tour de comment ça s'est passé. Mais en tout cas, vous avez Voilà. pu voir avec cette rubrique, on a pu voir une magnifique différenciation entre excuse et raison, et rigidité et flexibilité. On a tous ces rejoints. Tous ces rejoints, c'est magnifique. C'est que voilà, tu nous as donné l'excuse, je l'ai plus en tête, mais voilà. Pourquoi c'est devenu une Laquelle? raison? Quand je fais pas mes pompes parce que je viens de faire ma séance de sport? Ouais, C'est- dans ta tête. L'excuse, c'était une excuse à la base. C'était une Ouais. excuse de te dire, voilà, une excuse bidon. Et c'est devenu une raison parce que tu t'es dit, euh, eh bien, c'est mal optimisé, etc. La raison de enfin, t'as vu l'échec, t'as pris la Ouais. responsabilité, t'as dit, c'est moi. C'est moi, pas forcément dans je le fais pas, mais c'est dans le c'est mal organisé. C'est mal fait de ma part, Ouais. En de fait, mon moi du passé. au début, je pense que du coup, ça recoupe avec toi, comment tu utilises le terme. Mais pour la même phrase, la même justification à mon échec, Ouais, c'est passé de excuse à raison. C'est-à-dire que voilà. c'était une excuse avant, parce que je me disais, bah là, je suis trop fatigué musculairement, donc je le fais pas. C'était une Ouais, excuse, c'était je subis ma condition physique, donc je ne le fais pas. totalement. Et c'est passé à raison parce que je me suis dit, en fait, certes, il y a fatigue physique, mais c'est surtout une mauvaise organisation de ma part, une mauvaise gestion de mon emploi du temps. Totalement. C'est moi qui fais ça, parce que je me permets de mettre une contrainte au moment où je suis le plus faible physiquement. Donc forcément, c'est logique si ça foire. Totalement. Et on voit le switch du moment où, pour accepter cette raison, tu as accepté l'échec, tu t'es dit, eh ben, cette routine du soir, c'est un échec parce que j'arrive pas à la faire. Donc, quelle est la raison? Qu'est-ce que j'applique pour réussir? Et donc, c'est magique. Et donc, tu es passé de la rigidité que tu t'étais imposé de le soir, de faire le soir, à devenir flexible, à te dire, bah non, je vais le faire moitié-moitié, réduire la quantité. On est flexible, on veut un objectif, on veut gagner des pecs. Mais on a vu que 150 par jour pour atteindre plus de 1000, et c'était peut-être un peu trop rigide, un peu trop. On devient flexible, on accepte de faire moins pour gagner en rigidité sur le fait de le faire tous les jours. Voilà, c'est magnifique, Mais c'est c'est génial. parfait. Bon, cette équation de Thalès tombait vraiment bien pour le coup cette semaine, parce que comme je te dis, on parlait au Conseil des sages, et j'ai eu un grand sourire parce que je me suis dit, mais non, mais non, j'ai le même souci, et comme par hasard, j'ai trouvé un truc, donc voilà. Bah, écoute, c'est une bonne Magnifique. Et première ben rubrique, une bonne première équation de Thalès résolue. Enfin, ouais. résolue, on verra la semaine prochaine. Ah oui, On on fera le tente. bilan, hein. On le tente. On le tente, mais de toute façon, cette équation, bah, vu qu'il y a la solution, c'est magnifique et vu qu'on s'engage à tester, bah, c'est sûr qu'il va y avoir un Mm. un effet de on va le faire. À voir après sur le long terme est-ce que ça marche, mais c'est ça qui sera intéressant. Et Mais beh, voilà ouais, pour pour le ce coup, toi, podcast. tu me diras, ouais, si t'as Ouais, réussi, totalement. pour le coup, parce que moi, j'ai un peu commencé aujourd'hui déjà, donc, bon, sur une journée, voilà, je le dis, ça marche. Mais toi qui es complètement extérieur à ça, tu me diras si tu trouves ça facilement implémentable avant la séance Ouais, plutôt qu'après. ouais, ouais, je te dirai. Je te dirai ça et je te dirai si, bah, de toute façon, ça va se moduler, c'est intéressant de cette équation de Thalès parce que ça va changer quelque chose dans notre vie
qui est on va se permettre de tester, parce qu'après, on sait qu'à la fin de la semaine, on fait le bilan pour adopter la technique la plus optimisée. Qui est quelque chose que moi, je faisais pas avant, tu vois. Avant, tu disais, bah, je vais faire cette Ouais. habitude à telle heure, et paf, on fait l'habitude, et on met du temps avant de faire le bilan et d'optimiser. Alors que là, bah, cette semaine, ça va être une semaine test, et après, on va pouvoir faire le bilan optimisé. Et c'est hyper intéressant pour nous, personnellement. Voilà. Bon, bah, Et parfait. ben voilà. Et ouais. C'est la fin du podcast. Oui. Ça a duré combien celui-là? 2 heures à peu près? Ouais, 2 heures. On va pouvoir aller manger. J'ai faim. Bon, Moi aussi. pour recouper avec l'introduction, voilà. Euh, on va dire qu'il s'est pas passé que 2 heures, on va dire qu'il s'est passé plusieurs jours, plusieurs semaines, histoire que notre viande qu'on vient de tuer a bien ressuyé. Voilà, on l'a mis dans une Totalement. cave où elle a pu bien perdre son eau et surtout elle n'a pas pourri. Et voilà, Oui. on va partir en dégustation. On va partir en dégustation. Et Et je pense que la semaine prochaine, on va devoir chercher un breuvage pour accompagner cette viande. aïe aïe aïe, un petit breuvage. On va aller à la taverne, je pense. Hein. Totalement. Totalement. Eh bien, en Allez, tout cas, merci à tous de nous avoir on écoutés. Et on se retrouve voilà, la semaine la prochaine. semaine prochaine.